Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les essentiels de l'éclairagisme. Donc, ça va être une petite formation dédiée à tout ce qui touche à la lumière et aux caractéristiques des produits. Donc, je me présente, je m'appelle Antoine Thomas, je travaille chez SLV en tant que manager produit. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir les bases de l'éclairagisme et les différentes caractéristiques des appareils d'éclairage. La session va durer 1 heure et demie environ. Donc aujourd'hui, on utilise le logiciel Zoom. Zoom, c'est donc un logiciel qui va me permettre de vous partager via la vidéo, le son et une présentation PowerPoint, toutes les informations relatives à cette présentation. Le logiciel vous permet également de me poser des questions. Donc vous avez un onglet qui s'appelle questions et réponses sur lequel vous pourrez me poser des questions et je pourrai y répondre avec la vidéo. Vous avez également un chat qui vous permet de communiquer entre vous et d'apporter des réflexions sur ce que je dis et sur ce qu'on va voir. Et à la fin de la présentation, vous aurez également un petit sondage qui va nous permettre de mieux cerner vos attentes et vos besoins par rapport à cette présentation. Que dire de plus? A priori, on est bon. On va pouvoir démarrer tout de suite. On va commencer par une petite introduction sur l'éclairagisme. Donc, qu'est-ce que c'est l'éclairagisme? C'est donc la pratique des techniques d'utilisation de la lumière naturelle et artificielle. Donc, tout ce qui touche plus ou moins à la lumière qu'on va pouvoir travailler en intérieur, en extérieur, etc. Donc, la connaissance des applications et des produits. Donc, on va voir en premier la lumière pour elle-même, donc toutes les caractéristiques, la théorie, etc. Et ensuite, on va s'intéresser plus aux différentes caractéristiques qu'on peut retrouver sur les produits tels que l'IK, l'IP, l'UGR, etc. Alors, on va démarrer la présentation. Donc, ici, je vous ai mis le programme, les différents outils qu'on va pouvoir utiliser et puis le programme qui va vous permettre de voir un petit peu le contenu de la formation. Le document, il sera accessible en version PDF à la suite de cette formation et vous pourrez également retrouver la vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions et réponses pendant la présentation. Et si je vois que j'en ai trop, je prendrai le temps à la fin de la présentation de répondre à toutes vos questions. Donc, on démarre tout de suite avec l'histoire de la lumière. Donc, pour démarrer, c'est bien puisque ça nous resitue un petit peu où est-ce qu'on en est et comment ça évolue. Donc, on voit que depuis la nuit des temps, on a été éclairé par le soleil quand on était des hommes préhistoriques. Ensuite, on s'est sédentarisé, donc on a utilisé le feu. Puis ensuite, au niveau de l'Antiquité, on a eu la torche en moins 31 000 avant Jésus-Christ. Puis ensuite, la lampe à huile en 15 000 avant Jésus-Christ. Ensuite, au Moyen-Âge, on a inventé la chandelle en moins 3000 avant Jésus-Christ. En Chine, on a éclairé au gaz en moins 400 avant Jésus-Christ. Et ensuite, il a fallu attendre 1700 pour développer la lampe à huile moderne. Et après cette date-là, on voit que l'éclairage artificiel moderne a fortement accéléré depuis cette année-là, 1700, puisqu'en 1785, on a l'éclairage public au gaz à Paris. En 1879, on a la première lampe à incandescence présentée par Edison. Et en 1990, la découverte de la LED bleue de puissance par trois scientifiques japonais qu'on va redécouvrir tout à l'heure. Et on verra pourquoi la découverte de cette LED bleue de forte puissance est très importante pour l'éclairage artificiel. Donc, qu'est-ce que la lumière? On a eu deux théories dans l'histoire qui ont existé. La théorie de Isaac Newton en 1666 qui affirme que la lumière est une particule. Donc une particule, ce serait un objet, par exemple un photon. Donc lui, il estimait que la lumière, c'était un assemblage de plusieurs millions de photons qui se déplacent dans l'air. Donc une particule solide qui se déplace. Et en 1678, on a Christian Huygens qui propose une théorie ondulatoire de la lumière. Donc pour lui, la lumière n'est pas une particule, n'est pas un objet, mais un déplacement d'onde. Donc comme une vague, l'eau ne se déplace pas, c'est les vagues, enfin c'est les molécules d'eau qui agissent entre elles pour faire une sorte de mouvement. Donc ils avaient tous les deux une théorie différente sur la lumière. Et donc on s'est rendu compte en fait que la lumière, c'est les deux. C'est une onde et une particule en fonction de comment on l'observe, de où est-ce qu'on la voit, de comment on l'analyse. Elle se comporte soit comme une onde, soit comme une particule. Et donc le fait d'être une onde-particule, c'est ce qui la matérialise en tant qu'objet quantique. Un objet quantique, c'est ça, c'est un objet, en fonction de comment on l'observe, il a des comportements différents. Donc la lumière, on l'utilise dans de divers domaines d'application.
Donc nous, on connaît l'application de l'éclairage résidentiel ou public ou, voilà, ou professionnel, mais la lumière, on peut également l'utiliser dans plein d'autres domaines, comme par exemple la signalétique dans les voitures, la découpe avec le laser, l'éclairage public, faire pousser des plantes, se faire bronzer dans les cabines à UV, faire chauffer des plats ou des terrasses, par exemple, tuer des insectes avec ces lampes-là. Enfin, voilà, on a beaucoup d'applications différentes, par exemple les écrans d'ordinateur, etc. Donc la lumière, en fait, on la retrouve un peu de partout et c'est vrai qu'elle a des applications très, très variées. Donc on va voir là les principales unités utilisées en éclairage. La première, le flux lumineux. Donc le flux lumineux, c'est la quantité de lumière émise par une source. Donc ça s'écrit en lumen ou LM. Et donc c'est la quantité de lumière qui va sortir de ma lampe. Tout simplement, on ne peut pas faire plus simple, hein, c'est la quantité de lumière émise par une source, la quantité de lumière sortante de la source. On a ensuite l'intensité lumineuse. Donc là, c'est la quantité de lumière dans une seule direction. Donc ça se mesure en candela. Et donc si on dessine un vecteur entre deux points, on va pouvoir mesurer la quantité de lumière qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose que le flux, puisque le flux, c'est dans tous les sens, alors que l'intensité lumineuse, c'est dans une seule direction. On a ensuite l'éclairement. Donc l'éclairement, c'est une quantité de lumière reçue par une surface. C'est pour ça que ça s'exprime en lux, et les lux sont en fait des lumens par mètre carré. Donc si j'ai une table, ici j'ai dessiné un cercle qui fait 1 mètre carré et que j'y envoie 200 lumens sur cette table de 1 mètre carré, je vais avoir 200 lumens par mètre carré, donc 200 lux. Si après j'augmente la quantité d'éclairement, par exemple je passe à 400 lumens, je suis à 400 lux, et à l'inverse, si j'augmente la superficie, je passe à 2 mètres carrés pour 200 lumens, j'ai plus que 100 lux par mètre carré. Donc ça, c'est l'éclairement, c'est la quantité de lumière reçue par une surface. Et ensuite, on a la luminance, qui est encore dans l'idée de recevoir de la lumière, sauf que cette fois-ci, on ne reçoit plus une quantité de lumière, donc un flux lumineux, on reçoit une intensité. Donc l'œil, en fait, comme c'est un point unique, l'œil, ce n'est pas une surface, il va recevoir une intensité lumineuse, mais une intensité qui vient d'une surface. C'est ce qu'on appelle la luminance, donc la quantité de lumière reçue par l'œil provenant d'une surface. Ça s'exprime donc en candela, intensité, par mètre carré, la surface. Donc, mettons que mon œil, j'observe une tâche de 1 mètre carré avec, mettons, 100 lux à l'intérieur. En candela par mètre carré, on va pouvoir transposer ça en intensité lumineuse et par mètre carré, ça va nous donner une valeur en candela par mètre carré pour la luminance. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples de flux, éclairement, intensité et luminance pour qu'on se rende compte à peu près des valeurs, des grandeurs qu'on va pouvoir utiliser avec ces unités-là. Donc, par exemple, une bougie, ça va faire sortir un flux de 12 lumens. Une lampe LED 9 watts qu'on peut trouver dans le commerce, ça va sortir 760 lumens en moyenne, hein, parce qu'on va avoir plus, on va avoir moins. Et un projecteur de stade, donc une des lampes les plus puissantes qu'on utilise dans le domaine professionnel, ça va être environ 15 000 lumens pour un projecteur de stade en LED. L'éclairement, donc la quantité de lumière reçue par une surface, on va avoir à peu près 0,25 lux au sol un soir de pleine lune. Donc on voit à peu près où on marche à 0,25 lux, mais ce n'est pas encore très lumineux. Dans un bureau, on va conseiller 500 lux, donc pour voir vraiment toutes les tâches qu'on a à faire dans le bureau, pour pouvoir lire, écrire, etc. Dans un stade de foot, on va conseiller 2300 lux. Donc là, c'est plus pour les caméras de télé et la HD, on va avoir besoin d'un haut niveau d'éclairement. Et ensuite, un jour d'été à midi en plein soleil, on va avoir environ 100 000 lux au sol. Donc on voit à peu près une échelle entre 0,25 et 100 000 lux. L'œil s'adapte à toutes ces conditions-là et on y voit comme à 0,25, on y voit à 0,25 comme à 100 000 lux. Même s'il y a des différences, on voit quand même l'œil, il arrive à faire le point et donc à voir dans ces deux situations. Ensuite, on va avoir l'intensité lumineuse. Et donc, la bougie, elle va être à 1 candela. Pourquoi? Parce que candela, ça veut dire chandelle. Et l'unité a été créée en fonction de l'intensité lumineuse d'une bougie. C'est pour ça qu'une bougie, elle a 1 candela. Et en fait, donc l'intensité lumineuse, quand on la désigne pour un spot LED, par exemple, il va falloir dire dans quel axe. Si on se rappelle bien, l'intensité lumineuse, c'est dans un axe. Et donc, il va falloir dire mon spot LED, si je le prends dans l'axe des 30 degrés, j'ai 3500 candela. On a aussi ce qui s'appelle le IMAX. Ça va être l'angle dans lequel l'intensité sera la plus grande. Donc, par exemple, si je prends le spot et que je me le mets devant les yeux,
je vais être au IMAX et je vais avoir quelque chose comme 4000 candela. Donc voilà, une échelle qui est quand même assez large et ça peut monter encore beaucoup plus loin que 4000 candela. La luminance ensuite, comme on l'a vu, c'est la quantité de lumière qui arrive jusqu'à l'œil provenant d'une surface. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup, par exemple en éclairage public, puisque la route est une surface et nous, l'œil, on s'intéresse à ce que l'œil voit et pas à ce que la surface reçoit, surtout la nuit, puisqu'on a besoin de voir correctement la nuit quand on roule. Donc par exemple, une route éclairée de nuit, on va être à 0,75 candela par mètre carré, ce qui est très faible, mais ce qui suffit à voir puisque la nuit, eh bien, on a le ciel qui est noir, et donc si la route est à 0,75, ça suffit amplement pour voir où est-ce qu'on roule. Ensuite, on a un bureau où on met 40 candela par mètre carré. Pourquoi? Parce que sur un bureau, on veut limiter le contraste pour limiter l'inconfort qu'on peut avoir avec le contraste entre une surface très éclairante et une surface sombre. Et comme dans un bureau, les murs sont blancs, tout est blanc, on va avoir besoin de 40 candela par mètre carré dans un bureau pour limiter cet éblouissement. Et un écran d'ordinateur, par exemple, c'est 80 candela par mètre carré au niveau de la luminance, ce qui est très élevé. Mais par contre, si on met un écran à 80 candela par mètre carré dans une pièce noire, forcément, ça va nous faire un peu mal au crâne parce que le contraste va être très élevé. Alors que si on le met dans un bureau à 40 candela par mètre carré, on voit qu'on a un rapport de 2, ce qui fait que l'éblouissement ne sera pas si élevé et du coup, c'est tolérable. Donc voilà pourquoi on déconseille souvent de regarder un film dans le noir parce que ça peut créer du contraste et du coup donner mal à la tête, abîmer les yeux, etc. Ensuite, on va parler rapidement de colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est l'étude de la couleur qui est à l'intérieur de la lumière. Donc on sait que la lumière blanche, c'est une composition de plusieurs couleurs. Donc on va voir tout de suite comment on l'a découvert. Donc en fait, on s'est rendu compte que la lumière, en traversant un milieu, elle va changer de direction. Donc par exemple, si vous êtes dans votre piscine et que vous mettez la main sous l'eau, vous voyez votre main légèrement décalée vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière qui est dans l'air, donc la source de lumière qui est ici, l'indice 1, c'est l'air, l'indice 2, c'est l'eau. Et donc quand le rayon de lumière va percuter l'eau, donc il va changer de milieu, il va passer de l'air à l'eau, et bien on se rend compte que la lumière, en fait, elle va être légèrement déviée. Une partie va être réfléchie et une autre partie, en fait, elle va changer de direction légèrement. Ce qui fait que si je trempe ce stylo dans l'eau, on voit qu'il a l'air un peu tordu, alors qu'en fait, il est parfaitement droit. Simplement, c'est la lumière qui nous provient de ce stylo qui est légèrement déviée par le changement d'ambiance entre l'eau et l'air. Donc sur ce constat, Newton, en 1666, il a fait une expérience, il a fait passer donc un rayon de lumière naturelle blanche du soleil à l'intérieur d'un prisme en verre pour voir en fait la différence que pouvait provoquer la lumière quand elle passe de l'air au verre et ensuite du verre à l'air. Et il s'est rendu compte que la lumière, en fait, elle était bien déviée, donc elle changeait de direction, comme on voit ici sur le schéma avec le prisme. Et il s'est aussi rendu compte qu'en fonction de la couleur de la lumière, chaque couleur est déviée différemment. Donc par exemple, le rouge, ici, on voit qu'il est moins dévié que le violet. Donc en fait, on va avoir un rayon différent en fonction de la couleur qu'on va chercher. Et avec cette expérience-là, il s'est aussi rendu compte que la lumière blanche, en fait, c'était une composition d'un assemblage de plusieurs couleurs collées ensemble et ça fait de la lumière blanche. Donc ce principe-là, on le retrouve dans les arcs-en-ciel, c'est exactement le même principe. On a la lumière du soleil qui rentre à l'intérieur d'une goutte d'eau, donc changement de milieu, encore une fois, entre l'air et l'eau. Et donc on voit que le rouge est donc a un changement d'incidence moins grand que le violet. Et donc chaque couleur va prendre une direction différente, ce qui fait qu'on sépare les couleurs. Et à la sortie de la goutte, on a un arc-en-ciel qui revient jusqu'à l'œil de l'observateur, tout simplement. Et donc, des fois, on voit deux arcs-en-ciel. Pourquoi? Parce que soit les rayons rentrent sous la goutte et ils font le tour par l'intérieur, soit ils rentrent sur la goutte et ils font le tour par dessous. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir deux arcs-en-ciel de temps en temps. Donc, on a vu que la lumière blanche, c'était une composition de toutes les couleurs assemblées en une seule. Et comment ça fonctionne? En fait, chaque couleur va avoir une longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, ça va correspondre à la fréquence de vibration de cette onde. Et en fonction de sa vitesse de vibration, donc de sa fréquence, nous, on va la voir d'une certaine couleur. Donc ce qu'on voit, en fait, ce n'est pas des vraies couleurs, c'est des différences de fréquence de vibration d'une onde, tout simplement. Et donc ici, on a le spectre des longueurs d'onde visibles. Donc on va voir qu'avec une onde à 400 nanomètres, on va être dans le violet, et une onde à 800 nanomètres, on va être dans le rouge, tout simplement.
et ça fait le spectre de toutes les couleurs visibles par l'œil vont être comprises entre 400 et 800 nanomètres de longueur d'onde. Et donc, toutes ces longueurs d'onde-là, en fait, elles sont situées donc, dans ce petit espace-là, tout ce que l'œil peut voir, mais il en existe bien d'autres des longueurs d'onde, comme par exemple les UV ou les infrarouges qui sont collés au spectre visible, qui vont avoir des propriétés totalement différentes de la lumière, mais qu'on ne va pas pouvoir observer à l'œil nu. Donc, par exemple, les infrarouges, ça va plutôt être de la chaleur, et les UV, c'est ce qui va nous permettre de bronzer ou ce qui va pouvoir attaquer la peau, etc. Si on descend jusqu'au picomètre de longueur d'onde, on va avoir les rayons gamma, nanomètre les rayons X. Et si on monte encore plus loin, au millimètre, on va avoir les micro-ondes et les ondes radio au-delà du mètre. Donc, c'est des ondes qu'on connaît très bien, qu'on utilise tous les jours. Et simplement une onde radio qui est peut-être à 1 mètre de longueur d'onde. Une onde radio, si elle rétrécissait, donc si elle accélérait sa fréquence, on pourrait la voir avec l'œil si elle rentrait dans ce domaine-là. Donc, ce sont les mêmes ondes, simplement elles vibrent à des fréquences différentes. Et du coup, elles ont des applications différentes. Donc, tout ça appliqué à l'éclairage artificiel que l'on connaît, on va retrouver donc le spectre ici de toutes les lumières visibles. Et ici, on va le voir en fonction des niveaux de chaque couleur dans chaque lumière. Donc, on sait que le soleil nous fournit de la lumière blanche, mais à l'intérieur de cette lumière blanche, si on la décompose, on va avoir plus ou moins d'UV, d'infrarouge, de blanc, de jaune, de vert, etc. Donc, par exemple, la lumière du soleil, on voit qu'on a un petit peu d'UV, on a beaucoup d'infrarouge, on a surtout beaucoup de bleu, de vert et de jaune. Si on mélange tout ça, ça nous fait un blanc qui correspond à la lumière du soleil. Et si on fait le même exercice avec l'incandescence, on voit qu'aussi c'est un spectre continu. Ça veut dire qu'on a toutes les couleurs qui sont présentes en plus ou moins grande proportion, mais on a toutes les couleurs qui sont là, donc ça s'appelle un spectre continu. Ça veut dire qu'on a une qualité de lumière qui est très élevée puisqu'on a toutes les couleurs qui sont là. À l'inverse, si on prend la fluorescence, par exemple, ou le ballon mercure, ou les lampes au sodium, on voit qu'on a des raies de lumière qui se dessinent. Et donc, en fait, on se rend compte que la fluorescence, c'est un assemblage de bleu ciel, de vert, de jaune et de orange. Et si on additionne tout ça, ça nous fait quand même du blanc, puisqu'on mélange les couleurs quand même. Par contre, si on a un objet qui a une couleur située entre le 400 et le 500, qui est par ici, eh ben, on ne va pas le voir de sa vraie couleur. On va le voir d'un mélange de ces deux couleurs-là, mais pas de la vraie couleur de l'objet. Donc en fait, le fait d'avoir des couleurs manquantes dans le spectre de la fluorescence, ça lui donne une caractéristique avec un IRC, donc un indice de rendu des couleurs, plus mauvais que l'incandescence. Et donc c'est ça l'IRC, c'est la quantité de couleurs présentes à l'intérieur du blanc que l'on observe. Et donc on voit aussi, ici on a la LED blanc froid et la LED blanc chaud. On voit que la composante des couleurs qu'on a à l'intérieur de notre spectre va définir la couleur du blanc qu'on va avoir en sortie. Donc, par exemple, la LED de blanc froid, et on voit qu'elle a une grosse composante de bleu et un petit peu de rouge. Donc, elle va tirer plus dans les bleus. Naturellement, ça va être du blanc froid qui nous apparaît un petit peu bleu. Et si on a du blanc chaud, donc là, ici la LED blanc chaud, on voit qu'on a très peu de bleu. Par contre, on va tirer beaucoup plus vers les jaunes et vers les rouges. Donc là, on va avoir une lumière beaucoup plus chaude qui va plus tirer naturellement vers le orange par rapport à la LED blanc froid qui va plus tirer vers le bleu. Donc voilà pourquoi on observe ces blancs chauds et ces blancs froids différemment. Et donc, on a une petite expérience assez facile à réaliser et qui peut nous apprendre beaucoup de choses. On se met dans une pièce noire, donc sans lumière naturelle, sans aucune lumière. On prend un CD et on vient allumer une source au-dessus. Et en fait, le CD, il va faire le travail du prisme, c'est-à-dire qu'il va nous il va nous dessiner le spectre de notre lumière. Donc, par exemple, ici, on a fait le test. Dans une pièce noire, on a allumé un tube fluorescent et on voit que les spectres de lumière vont être du violet, du bleu, du vert, un peu de orange et un peu de rouge. Si on revient ici, on voit, c'est ça, du violet, du bleu, du vert, du orange et un petit peu de rouge. Donc, le spectre de votre lumière, vous pouvez l'observer directement avec un CD dans une pièce noire. Sinon, on va avoir tous les spectres mélangés de toutes les lumières. Donc, voilà pour la petite expérience. On va maintenant parler des températures de couleur. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. On peut s'arrêter 5 minutes pour prendre le temps d'y répondre. Donc, la température de couleur, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, il faut que je vous explique la différence entre le Kelvin et le Celsius, parce que la température de couleur, elle est exprimée en degrés Kelvin. Et nous, ce qu'on connaît, c'est plutôt les degrés Celsius. Donc, la différence entre les deux, c'est très simple, c'est la même échelle. Simplement, le degré Kelvin, il est 273 degrés plus haut que le degré Celsius.
Donc en fait, quand on est à 0 degré Kelvin, on est à moins 273 degrés Celsius. Et quand on est à 0 degré Celsius, on est à 273 degrés Kelvin. Pourquoi? En fait, le degré Kelvin a été calibré en fonction du zéro absolu. Qu'est-ce que c'est le zéro absolu? On sait que la chaleur, c'est des molécules qui s'entrechoquent et qui frottent les unes aux autres. Et donc, plus elles se frottent rapidement, plus on va avoir de la chaleur qui va se dégager. Et donc, moins elles sont rapides dans leur frottement et moins il va faire chaud. Et le jour où elles s'arrêtent totalement, donc elles sont immobiles, là, on va avoir la température la plus froide qu'on puisse atteindre. On ne pourra pas faire plus froid parce que si les molécules se remettent à bouger, il fera plus chaud. Mais par contre, une fois que les molécules sont à l'arrêt, on est au zéro absolu, donc qui correspond à moins 273 degrés Celsius ou alors 0 degré Kelvin. Et donc, c'est à partir de là qu'a été créée l'échelle du Kelvin, c'est ce zéro absolu. Et ensuite, on a respecté l'échelle des Celsius. Donc, si on monte de 273 en Kelvin, on monte de 273 en Celsius. Ensuite, pourquoi la lumière, elle va avoir une température? Tout simplement par rapport à la température du filament de tungstène qu'on utilisait dans les lampes halogènes. Donc, le tungstène, c'est un métal qui est considéré comme un corps noir. Un corps noir, c'est quoi? C'est une particule, quand on la chauffe, elle va émettre de la lumière, tout simplement. Et donc, quand on chauffe ce filament de tungstène à 3000 degrés Kelvin, donc là, c'est une vraie température physique, on va émettre une lumière de cette couleur-là. Et du coup, on s'est dit, on va l'appeler 3000 degrés également, 3000 degrés Kelvin. Et donc, en fait, la température de couleur de la lumière va correspondre à la température de fusion du filament de tungstène, ou en tout cas du corps noir. Donc, si on arrivait à faire chauffer un corps noir à 9000 degrés Kelvin, on arriverait sur une lumière dans les blancs froids de type lumière naturelle du ciel. Et à l'inverse, si notre filament de tungstène, on le fait chauffer à 1000 degrés Kelvin, donc comme sur une halogène, par exemple, quand on baisse la puissance d'une halogène, on voit qu'elle devient un peu rougeoyante. Pourquoi? Parce qu'on baisse la température et tout de suite, la lumière devient plus chaude. Et donc là, il y a une petite astuce quand même, c'est de savoir que la température du filament, donc si elle est chaude, elle va plutôt tirer dans les 10 000 degrés Kelvin ou 9000, donc une température physique chaude du filament va correspondre à une température qu'on appelle froide de la lumière. Donc un blanc froid, ça va en fait être un filament très chaud. Et un blanc chaud, à l'inverse, ça va être un filament plutôt froid, puisqu'on va être plutôt sur du 1000 degrés sur un blanc chaud, ou alors 2000 degrés, 3000 degrés, etc. Donc en fait, c'est l'inverse. Plus un filament est chaud et plus la lumière est froide, et inversement. Comme par exemple sur un briquet, quand vous l'allumez, vous avez une flamme bleue et une flamme rouge au-dessus. Pourquoi? Parce que la flamme bleue du bas est plus chaude et la flamme bleue du haut est plus froide, tout simplement. Donc, je vous ai mis quelques exemples de température de couleur pour qu'on puisse un peu se représenter à quoi ça correspond. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un ciel nuageux, on va être entre 6005 et 8000. Un écran LCD, on va être à 6005 à peu près. Une lampe fluorescente blanchot 2007-3000. Une lampe halogène 3002. Et une bougie 1800, la lave en fusion entre 1000 et 1500. Donc voilà, ça nous donne à peu près une échelle pour voir qu'est-ce qui est blanc chaud, qu'est-ce qui est blanc froid. Ensuite, on va parler des IRC. Donc on revient sur notre idée du spectre lumineux. Ici, sur la photo, on voit le spectre de l'incandescence et ici, le spectre de la fluorescence. Donc on voit que le spectre de la fluorescence est discontinu, donc il aura un IRC plus faible. Et le spectre de l'incandescence est continu, donc on aura un IRC total le plus élevé possible. Donc l'IRC, c'est quoi? C'est l'indice de rendu des couleurs. Il est compris entre 0 et 100. Donc 0, IRC le plus mauvais, 100, IRC le meilleur. Et il a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source de lumière à restituer les couleurs d'un objet. Alors je m'explique. On sait que la banane c'est jaune, l'orange c'est orange et la fraise c'est rouge. En fonction de comment je l'éclaire, mon œil va pouvoir l'observer avec ses couleurs réelles ou alors avec des couleurs fausses, entre guillemets. Si par exemple j'utilise une sodium basse pression qui, on se rappelle, a une seule raie de lumière, on va voir ici, le sodium basse pression c'est celle-ci, elle a une seule couleur à l'intérieur de sa lumière. Et donc si j'éclaire des objets avec une sodium basse pression, je vais avoir une seule couleur dans tout mon champ de vision. Et ensuite, je vais distinguer les objets en nuances de cette couleur, donc allant du noir jusqu'au blanc. Et tout à l'intérieur sera en orange et en nuances de gris. Donc on a une seule couleur et on distingue les objets par rapport à leur luminosité, tout simplement. Si je suis en sodium haute pression, je vais être en IRC 20 à peu près. Donc sodium haute pression, on voit qu'on a quelques raies de couleurs en plus, mais on est quand même très discontinu, comme la mercure par exemple.
Donc, on voit qu'on commence à distinguer un petit peu les couleurs. Par contre, on a des couleurs qui sont très ternes. Alors, j'ai une question. Dans quel cas utilise-t-on une ampoule à sodium? On va y venir sur la diapositive d'après. Le ballon mercure, on est plutôt sur un IRC 50, donc couleur encore un peu terne. Iodure fluo, je l'ai mis à 70, mais avec les dernières générations, ça pouvait monter à 80, voire 85. Donc là, on commence à bien distinguer les couleurs. Et IRC 90, jusqu'à 100, on a les couleurs splendides et on peut voir vraiment les détails de chaque couleur. Et donc les applications, je reviens donc à votre question. Dans quel cas utilise-t-on le sodium? Plutôt en éclairage routier. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais dehors, sur les places publiques, sur les routes, les tunnels, etc., on a souvent cette lumière orange. Eh bien c'est ça, c'est du sodium. Donc si vous avez du sodium haute pression dans un tunnel, par exemple, vous verrez à peu près les couleurs des voitures, puisqu'on a un IRC qui n'est pas égal à 0. Par contre, si vous n'arrivez plus à distinguer les couleurs des voitures, qu'elles vous apparaissent toutes grises avec des niveaux de gris différents, ça veut dire que vous êtes en sodium basse pression, vous n'avez plus qu'une seule couleur. Donc un tunnel éclairé en basse pression, sodium basse pression, on voit toutes les voitures en gris et avec différents niveaux de luminosité, mais on ne peut pas avoir de couleur. Pourquoi on utilise ces lampes-là? Parce qu'elles consomment très peu et qu'elles ont une grande durée de vie. Donc à l'époque, on utilisait beaucoup ça, c'était très pratique, ça évitait beaucoup de maintenance. Le ballon mercure, donc lui, on l'utilise aussi en extérieur, mais là plus pour des applications type autoroute. On va avoir besoin de voir les couleurs, par exemple, sur les panneaux, sur la voie, etc. On va l'utiliser aussi en urbanisme, parce qu'en urbanisme, quand on sort sur la place du village, on a quand même envie de voir qui est en face, on a envie de voir les couleurs des arbres, enfin voilà, plein de choses, pour une sensation un peu plus agréable. IRC 70, on va plutôt l'utiliser en atelier. Donc là, on n'a pas besoin de voir toutes les couleurs. Par contre, on a besoin quand même de voir si c'est du rouge ou du vert. Par exemple, si on fait de l'électricité et qu'on fait du câblage, si on fait des maquettes, si on fait du bricolage, etc., on a besoin de voir quand même un petit peu de couleur. Donc IRC 70, c'est bien. IRC 80, ça va être plutôt pour le résidentiel. Donc résidentiel à la maison, IRC 80, on peut voir toutes les couleurs des livres qu'on lit, des photos, des albums qu'on regarde, etc. IRC 80, ça suffit. Mais après, on peut toujours faire mieux. Par exemple, IRC 90, qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans le commerce, par exemple pour les vêtements, pour la boucherie, pour la boulangerie, les légumes, etc. On aime bien faire ressortir les couleurs un peu mieux que IRC 80 pour donner envie d'une part au client et ensuite pour pas que le client soit déçu quand il sort de la boutique. Moi, si j'achète un polo en magasin, un polo de couleur bleue par exemple, et que j'adore la couleur en magasin, mais quand je sors dehors, c'est plus la même couleur, je serais un peu déçu. Donc, on essaye d'avoir un IRC élevé pour avoir le rendu le plus fidèle possible avec la couleur du dit polo. Alors, on a une question. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas remplacer une lampe sodium par une lampe LED? Alors, tout simplement parce que la lampe sodium, elle a besoin d'un transformateur particulier en amont de la source pour donc transformer le courant utilisé par la lampe. Et du coup, l'alimentation, elle ne va pas correspondre à l'alimentation du lampe LED. Donc, si vous voulez remplacer une lampe sodium par une lampe LED, il va falloir enlever le transformateur, mettre une lampe LED à la place en 230 volts avec l'alimentation directement intégrée dans la lampe LED, ou alors mettre un transformateur adapté à la LED en amont et mettre une lampe LED en 12 ou 24 volts sur l'appareil. Donc, c'est ça, c'est le transformateur qui n'est pas le même. Et le rendu ne sera pas le même tout à fait, puisque la sodium, elle a un IRC entre 0 et 20, alors que la LED, elle va avoir un IRC plus proche de 80, 70-80 en extérieur, il me semble. On va continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux m'arrêter. Donc, on va faire le tour un petit peu des sources qui existent. On a déjà parlé un petit peu de la sodium. Donc là, on va parler de l'halogène. Et donc, on va commencer par la petite photo que je vous ai mise ici. Donc, c'est une ampoule qui s'appelle Centennial Light. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle est allumée depuis 1901 en Californie. Donc là, aujourd'hui, elle est allumée dans une caserne de pompiers, il me semble, mais à l'époque, elle était installée dans un couloir de métro. Et pourquoi elle est intéressante, cette lampe? C'est parce que c'est une lampe halogène, mais elle est allumée depuis plus de 100 ans. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est juste que la puissance qu'on délivre à cette lampe, elle a été diminuée, ce qui permet à la lampe d'avoir une durée de vie quasiment infinie, puisque la durée de vie dépend de la puissance, en tout cas sur les halogènes. La durée de vie dépend de la puissance à laquelle on l'alimente. Et donc, on peut augmenter la durée de vie d'une source en réduisant son flux et sa puissance. Donc, l'incandescence, c'est une lampe qui est de moins en moins utilisée, puisqu'aujourd'hui, on interdit les grandes puissances sur cette lampe-là. Elle est composée donc d'un filament de tungstène
à l'intérieur d'une ampoule en verre. Elle a un IRC donc maximum de 100, une durée de vie très faible. On est plutôt sur du 3000 heures, 4000 heures, voire 6000 heures. Et elles ont succédé aux lampes à pétrole, lampes à gaz et lampes à huile de l'époque. Et donc, les domaines historiques, à l'époque, on utilisait cette lampe-là de partout. Et aujourd'hui, on l'utilise plutôt en résidentiel, encore un peu. On l'utilise un petit peu en bijouterie pour ses propriétés d'IRC. Et on l'utilise également en théâtre, en scénique. Pourquoi? Parce que justement, elle a un bon IRC, elle dégage de la chaleur. Et dans le théâtre, on aime bien avoir les vraies couleurs sur scène. Ensuite, on a la lampe à décharge ou la lampe à iodure métallique. Donc là, c'est une lampe qui est constituée d'un petit réservoir de gaz. Et on fait passer un arc électrique dans ce gaz, ce qui excite en fait le gaz et qui développe de la lumière. Donc ces lampes-là, elles ont une bonne durée de vie, environ 14 000, 20 000 heures. Donc c'est beaucoup mieux que l'incandescence. Un IRC correct, puisqu'on a des IRC entre 60 et 90 sur les dernières versions, si je ne me trompe pas. Elle est plus beaucoup utilisée, mais à la fin, on a quand même fini de la développer avec des bons IRC. Et en fait, on les utilisait surtout parce qu'elles ont une forte puissance. Donc, on va pouvoir éclairer de grands espaces comme les stades de foot, les parkings, les routes, etc. avec des lampes iodures. Ça fonctionne très bien. L'inconvénient, c'est quand même, on a un temps de rallumage. Donc, si la lampe s'éteint, il va falloir attendre qu'elle refroidisse avant de la rallumer. Et également, pendant le rallumage ou l'allumage tout court, la lampe, elle va passer par différentes étapes de chauffe. Elle va chauffer, elle va changer de couleur, elle va passer du bleu au vert, etc. jusqu'à arriver au blanc. Donc, c'est un peu embêtant si, par exemple, on fait de la télé, on a une coupure de courant, on ne va pas pouvoir rallumer instantanément, etc. Donc, c'est des lampes qui ont été un peu boudées pour ça. Et donc, les domaines historiques, c'est plutôt le commerce, le sport, les grands espaces, la télé un petit peu. Et aujourd'hui, on l'utilise plus trop, sauf dans les grands espaces extérieurs éventuellement, où on n'a pas les moyens d'investir sur de la LED. Mais par contre, voilà, c'est des lampes qu'on n'utilise quasiment plus en intérieur. On a ensuite les sources fluorescentes. Donc, on a le tube fluorescent qu'on connaît sous forme d'étanche. On a les tubes fluorescents qu'on mettait dans les 600-600 dans les bureaux. Et plus récemment, on avait les sources fluocompactes qu'on a encore un petit peu à la maison, j'imagine. Donc, ces lampes-là, elles fonctionnent par excitation d'électrons dans un gaz, donc des gaz tels que le mercure et l'argon. On a une durée de vie moyenne aussi, 14 000, 20 000 heures. Voilà, ça dépend des sources. On peut descendre aussi moins, hein, 8 000 heures. Un IRC moyen, un rendement électrique plutôt intéressant par rapport aux autres sources. Et elles ont succédé aux lampes halogènes. Elles sont communément appelées les lampes basse consommation. Donc, c'était plutôt le cas des fluocompacts. On nous les a vendues comme des lampes basse consommation. Alors, j'ai une question. Pourquoi ne trouve-t-on pas d'équivalence de lampes spécifiques comme la lampe de four ou de machine à coudre en LED? C'est vrai que là, c'est des applications quand même très spécifiques. La LED, elle est encore en plein développement. Alors, j'imagine qu'il y a des lampes LED qui existent pour ce genre d'application. Par contre, je sais que pour le four, c'est pas possible puisque la LED n'aime pas la chaleur et or un four, c'est fait pour faire de la chaleur. Pour la machine à coudre, je ne sais pas. Moi, je sais qu'à la maison, on en a une avec une LED. Donc, ça doit dépendre effectivement de la technologie, du type de source utilisée. Mais en tout cas, en machine à coudre, il y a des lampes LED qui existent quand même. Et pour les fours, il fait trop chaud pour une lampe LED puisque la LED n'aime pas la chaleur. Et la source fluorescente, donc ces domaines historiques, c'était plutôt les bureaux, l'industrie. On en a vu beaucoup dans les centres commerciaux, dans les stations de métro, dans tous les bureaux qu'on a connus, il y avait de la fluo. Et ensuite, on repasse donc à la lampe à décharge sodium, basse pression et haute pression. On en a déjà parlé. Pourquoi on les utilisait? Donc, elles ont une bonne durée de vie, elles ont un bon rendement électrique. Pourquoi? Parce qu'elles ont, comme j'ai dit, une seule couleur. Et du coup, en fait, on a très peu de pertes. La plupart de l'électricité qu'on va consommer avec ces lampes-là, elle va être dédiée à l'éclairage. Alors que par exemple, l'halogène, on avait 20% de l'électricité qui faisait de l'éclairage et 80% de l'électricité qui faisait de la chaleur. Donc voilà un petit peu d'où vient le rendement qu'on peut avoir sur les lampes à sodium. Et donc la lumière orange leur donne un IRC proche de 0 et leur confère une utilité plus que fonctionnelle puisqu'on en retrouve principalement dans les tunnels et dans les routes un petit peu en campagne. Et aujourd'hui, on les retrouve un petit peu encore dans ces domaines-là, même si au fur et à mesure, elles sont remplacées par les LED qui commencent à être un petit peu moins coûteuses. Alors, on a une autre question. L'utilisation de variateurs est-elle possible sur tous les types de lampes ou que certaines? Et dans certains cas, avec des équipements complémentaires? Et dans quelle mesure cela change-t-il les caractéristiques des lampes IRC, par exemple? Alors, la gradation, elle va
elle va être très différente d'une technologie à l'autre parce que chaque lampe va avoir un courant qui lui est propre, enfin une façon de lui fournir du courant qui lui est propre. Donc je sais que la fluorescence, il fallait des ballasts avec de la gradation. Les lampes iodures, il fallait des transformateurs iodures avec de la gradation. L'halogène, c'était très simple à grader puisqu'il suffisait de faire une diminution une coupure de phase, ce qu'on utilise encore un petit peu avec la LED aujourd'hui. Donc voilà, chaque technologie a son type de gradation. C'est vrai que comme on est en train de mettre toutes ces sources-là de côté, on est en train d'arrêter ces types de gradation pour se concentrer uniquement sur la gradation de la LED, ce qui est la source utilisée à 95% aujourd'hui. Et l'IRC peut changer. Éventuellement, on sait qu'une source iodure, c'est très compliqué à faire grader. Et on pouvait voir des petites modifications dans l'IRC. Mais par exemple, l'halogène, quand on fait de la gradation sur de l'halogène, on va sur une lumière qui est un petit peu ambre. Et du coup, on perd ce côté IRC 200 et on tire un petit peu plus dans les rouges. Donc l'IRC faiblit un peu. Mais voilà. Sinon, la gradation, par exemple, sur la LED, elle ne va pas changer l'IRC, même pas du tout, quoi. On a vraiment la même lumière à 100% comme à 50%. Donc on revient sur la LED. Pardon. Hop. Donc la LED, c'est la source la plus utilisée aujourd'hui. Comme j'ai dit, à peu près 95% du marché, ça va être de la LED. Donc elle a la meilleure efficacité qu'on connaisse, à part la sodium basse pression. Le meilleur rendement lumen-watt, donc on peut monter au-delà de 200 lumen-watt en laboratoire. Dans le commerce, on trouve à peu près du 100 lumen-watt. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de l'appareil, mais on a à peu près du 100 lumen-watt. Donc avec 1 watt, je vais sortir 100 lumens. Alors qu'avec l'halogène, c'était largement moins, on était plutôt sur du 10-20 lumens par watt. Grâce à la LED, on peut également éclairer n'importe quoi, puisque la LED, elle nous a permis de faire de la miniaturisation, donc rendre les appareils beaucoup plus petits. On va pouvoir également changer la température de couleur des LED, ce qui n'était pas possible avec les autres sources. On va pouvoir changer la couleur de la LED, donc là, aller chercher toutes les couleurs, le rose, le bleu, le vert, etc., ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres sources sans utiliser un filtre. Et on va pouvoir aussi faire de l'éclairage, par exemple, de stades de foot, donc des grands espaces avec des LED de puissance. On va pouvoir rétro-éclairer les écrans de nos téléphones, de nos PC portables, etc. Donc la LED, en fait, on va la retrouver dans beaucoup d'applications. On va la retrouver, donc, comme j'ai dit, dans l'éclairage sportif, dans nos feux de signalisation, l'éclairage classique qu'on connaît, éclairage urbain, éclairage scénique, les écrans. Et même chez le dentiste, quand on vous met la lumière UV dans la bouche, pareil, c'est de la LED. Donc on a même des LED qui font de l'UV. Alors, comment ça fonctionne une LED? On va avoir plusieurs points. D'abord, la LED en elle-même, ça va être la puce semi-conductrice qui est là. Donc, c'est ce qui va émettre la lumière. Dessous, on va avoir un support en silicium avec protection contre les décharges électrostatiques. Ça sert à quoi? Une LED, c'est très sensible à l'électrostatique. Donc, en fait, on va l'isoler de toutes ces perturbations avec un support en silicium, tout simplement. Ensuite, on va avoir un dissipateur thermique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du métal qui va prendre la chaleur de la LED et qui va l'évacuer vers l'arrière. C'est pour ça qu'on dit qu'une LED, ça ne chauffe pas vers l'avant, mais ça chauffe vers l'arrière. Ensuite, on va retrouver donc les connexions électriques, l'anode et la cathode. Pourquoi on a une anode et une cathode? C'est parce qu'une LED, ça fonctionne en courant continu. Donc, on a un plus et un moins. Et donc, il faut différencier les deux bornes et on leur a donné le nom d'anode et de cathode, le plus et le moins, tout simplement. On va ensuite avoir une lentille. Donc là, c'est une lentille, mais ça peut être aussi une couche de phosphore diffusante. Donc là, ça va être pour gérer l'optique, parce que là, la lumière de la puce, elle sort dans tous les sens. Il faut essayer de canaliser un peu cette lumière. Donc, on utilise une optique. Ici, c'est une lentille. Ça permet de recentrer la lumière vers l'avant et d'éclairer un peu là où on a envie d'éclairer. Alors, je crois qu'on a une autre question. Hop, on était là. En ce qui concerne les écrans, quelle sera la différence entre la LED et de la OLED? Alors, ce n'est pas la même technologie. La OLED, c'est plutôt une surface, alors que la LED, c'est plutôt une puce, donc un point unique. La différence ne va pas être la même, c'est-à-dire que la OLED, on ne peut pas monter sur des puissances trop élevées. La OLED coûte aussi beaucoup plus cher. Par contre, la OLED, elle a des propriétés que la LED n'a pas. Elle peut être sur un support souple. La OLED, on peut donc la plier, on peut voir à travers. C'est-à-dire qu'on pourra faire des fenêtres en OLED et donc les faire transparentes et la nuit, les faire éclairantes. Donc la OLED, c'est pour moi quelque chose qui a beaucoup d'avenir avec des possibilités infinies. Par contre, ce n'est pas une technologie qui est encore très au point, puisqu'il me semble qu'on a du mal à faire des panneaux plus grands que 5 cm carrés. Donc pour le moment, c'est encore assez
en cours d'amélioration. Mais par contre, c'est vrai que ça a beaucoup d'avenir. Et la LED, justement, elle permet de faire ce lien entre l'halogène et la OLED. Pour le moment, on est sur la LED et il n'y a que ça qui est commercialement rentable, alors que la OLED n'est pas encore prête. La LED, en anglais Light Emitting Diode, en français DEL, diode électroluminescente. Donc une diode, c'est un composé électronique qui existe depuis longtemps, et donc diode électroluminescente parce qu'on a réussi à faire des diodes qui émettent de la lumière, tout simplement. Les LED, elles peuvent être alimentées soit en tension constante, soit en courant constant. Donc on n'est pas sur de l'alternative puisqu'on a un plus et un moins, hein, toujours. On va être en constant, soit en tension, soit en courant. Donc en tension constante, on va être entre 12 ou 24 volts. Et en fonction de la puissance de la LED, c'est le courant qui va varier. La tension va rester à 12 volts et le courant va augmenter ou descendre. À l'inverse, si je suis en courant constant, donc par exemple en 150 mA, c'est ma tension qui va augmenter. Donc si j'alimente ma LED 150 mA, en fonction de sa puissance, le courant va plus ou moins monter ou descendre. Pas le courant, pardon, la tension. Comment ça fonctionne? Donc tout à l'heure, on a parlé de la LED bleue. J'ai pas d'autres questions. Ah si. Est-ce que l'éclairage LED est moins bon pour la santé? Eh ben, on va voir ça tout à l'heure pendant les risques photobiologiques. Et on verra que la LED, en fait, elle n'est pas dangereuse en fonction de comment on l'utilise. Mais il y a une diapo sur ça, sur les risques photobiologiques. Donc la LED, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la LED bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'éclairage en LED blanc qu'on connaît aujourd'hui, à la base, à l'intérieur, c'est des chips LED bleus. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à créer des LED blanches à proprement parler. On a réussi à créer des LED bleus de forte puissance et on a réussi à transformer cette lumière bleue grâce au phosphore en lumière blanche. Donc, tout simplement, la LED, qu'est-ce que c'est? C'est une LED bleue avec une couche de phosphore jaune par-dessus qui vient transformer cette lumière bleue en lumière blanche. Puisque quand en lumière, on additionne du bleu et du jaune, ça donne du blanc, tout simplement. Et donc, c'est le même composant, un radiateur thermique, support en silicium et LED bleu par-dessus, la lumière bleue transformée par le phosphore en lumière blanche. Et c'est pour ça qu'on voit sur la plupart des LED une surface jaune. Qu'est-ce que c'est cette surface jaune? C'est tout simplement du phosphore qui va transformer le bleu qui est à l'intérieur en blanc. Et juste pour info, c'était à peu près le même procédé dans les tubes fluorescents. Dans un tube fluorescent, on avait donc un arc électrique, c'était de la lumière violette, voire ultraviolette, et on mettait une couche de phosphore sur les bords, donc du phosphore blanc cette fois. Et donc le phosphore réagissait à la lumière ultraviolette et faisait de la lumière blanche. Mais les tubes fluo, eux, à l'intérieur, on avait de la lumière ultraviolette. Donc c'est un peu le même procédé. On n'arrive pas à faire de la lumière blanche, on la transforme avec du phosphore. Ensuite, les types d'alimentation. Donc comme on a vu, on va avoir en tension constant 12 ou 24 volts. Donc tension fixe, courant variable, comme je l'ai dit. Et en courant constant, par exemple 150 mA, courant fixe, tension variable. Donc là, il faut bien faire attention. Est-ce que ma LED, elle a besoin de tension ou de courant constant? Et dans ce cas-là, je choisis l'alimentation qui va bien en fonction de la LED que j'ai choisie. Alors, un appareil d'éclairage, c'est très simple. On va avoir l'alimentation, donc les câbles. On va avoir la source LED. Par-dessus, on va rajouter une optique. Et autour de cette optique, on vient faire la coque de l'appareil. Donc, si je fais le parallèle avec la voiture, l'alimentation, ça va être notre réservoir d'essence. On va avoir la LED, ça va être notre moteur qui va développer l'énergie. Le réflecteur, ça va être les roues qui vont diriger l'énergie vers où on en a besoin. Et le corps de l'appareil sera la carrosserie. Donc, tout le même principe. Simplement, un appareil, il ne faut pas oublier un de ces points-là, parce que si j'achète un spot LED et que je ne mets pas d'alimentation et que je le branche en 230, ma LED va griller et donc j'aurai un souci là-dessus. On continue. Donc, on va voir la différence qu'on peut avoir entre les sources intégrées et les sources amovibles. Donc, on sait que quand on achète un appareil d'éclairage, on a le choix entre les deux en général, entre avoir soit la LED intégrée, soit une source LED ou autre d'ailleurs à mettre à l'intérieur. Donc, chaque technologie va avoir ses avantages et désavantages. On commence par la source LED intégrée. L'avantage, c'est que le corps de l'appareil va être dimensionné pour fonctionner avec la LED qu'on a définie. Donc, on sait qu'une LED, ça chauffe, qu'elle a besoin d'être refroidie pour garantir sa durée de vie. Et donc, on va dimensionner le refroidissement pour la LED qu'on a choisie.
Donc là, on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas avoir une durée de vie vraiment variable puisqu'on utilise l'appareil dans des conditions nominales d'utilisation et l'appareil est dimensionné pour fonctionner comme ça. Donc, on va bien refroidir la LED, on n'aura pas de problème là-dessus. Et deuxième point, on va avoir une plus grande précision optique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la LED, elle a été calibrée pour fonctionner avec son réflecteur. Donc, si j'utilise les deux ensemble, comme prévu par le fabricant, ça fonctionne très bien. En revanche, si je change de réflecteur, là, on n'est pas sûr que ça fonctionne très bien. Donc voilà, quand on utilise une source intégrée, on est assuré de deux choses, d'une optique qui fonctionne et d'une durée de vie garantie qui fonctionne très bien aussi. L'inconvénient, c'est que si la source tombe en panne, eh bien, je vais avoir du mal à remplacer ma source. Il ne suffira pas de dévisser. Il va falloir aller dessouder, dévisser, etc. Il peut y avoir des chocs électrostatiques, on peut abîmer l'appareil, etc. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué de changer la source quand même. Donc bien souvent, on doit changer l'appareil entier, ça coûte plus cher. Et également, il est impossible de modifier les caractéristiques de la source. Donc si je me suis trompé sur la puissance, sur l'optique, ou si je me suis trompé sur la température de couleur, et ben là, je ne peux pas trop revenir en arrière parce que j'ai déjà mon appareil et je ne peux pas juste changer la source. Donc là, il faut être sûr de soi quand on utilise un appareil comme ça. Il faut être sûr de la couleur, de la puissance et de l'optique si on veut utiliser des appareils en LED intégrés. En revanche, si j'utilise une source amovible, là, je vais pouvoir changer ma source. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir changer la température de couleur, la puissance et l'optique assez facilement parce que j'ai juste à dévisser mon ampoule, j'en mets une autre et ça change là où je me suis trompé. Donc si mon client m'appelle et me dit là j'ai du blanc qui est un peu froid, j'aime pas beaucoup, il suffit de lui dire de changer sa lampe et le problème est résolu. Alors qu'une source intégrée, c'est pas possible. Donc voilà, on a beaucoup d'options quand on utilise une source amovible. Par contre, on a quelques inconvénients. C'est que la source, elle a été dessinée pour fonctionner dans une configuration nominale. Et lorsque je la mets dans un appareil, en fonction de l'appareil, ces conditions, elles vont changer. Donc, par exemple, si je prends une lampe GU10 et que je la mets dans un spot de jardin qui est étanche, je ne vais pas pouvoir avoir une circulation d'air aussi optimale qu'une circulation d'air que je pourrais obtenir sur un spot d'intérieur où l'air peut passer dedans. Donc, en fonction de ça, ma LED, elle ne va pas se refroidir de la même manière. Donc, si j'achète une source qui est garantie 50 000 heures, par exemple, eh ben, je ne sais pas si elle va durer 50 000 heures. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus, en fonction de comment je l'ai installée. Donc, il y a une incertitude quand même sur la source amovible, sur comment elle va fonctionner dans le temps. Et deuxième point négatif, mon optique, si je mets une GU10 LED dans un appareil à réflecteur, je ne sais pas comment l'optique de la LED va fonctionner avec l'optique de mon réflecteur. Parce que là, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas étudié pour fonctionner ensemble, c'est étudié pour fonctionner séparément. Et quand je mets ma source LED à l'intérieur de mon réflecteur, il est possible que ça fonctionne moins bien que si je mets ma source fluo à l'intérieur de mon réflecteur. Donc voilà, on est plus incertain sur les résultats en termes de durée de vie et d'optique quand on utilise une source amovible dans un appareil avec réflecteur, etc. Donc voilà, chaque source a son avantage et son inconvénient. Après, moi, c'est à titre personnel, je préfère utiliser la source intégrée puisque dans la durée de vie totale du produit, je ne vais pas avoir besoin de jeter 6 ou 8 lampes, je vais jeter juste un appareil, donc une seule LED, alors qu'en GU10 LED, eh ben, je vais jeter 6 ou 7 LED différentes dans la durée de vie de l'appareil. Moi, je fonctionne comme ça parce que je sais ce que je veux en termes d'optique, de durée de vie et de température de couleur. Après, si mon client ne sait pas ce qu'il veut, effectivement, je vais plutôt l'orienter vers une source amovible pour ne pas avoir besoin de revenir sur le chantier et de changer les sources. Et donc, voilà, si mon client est un peu indécis, je préfère l'orienter sur une source amovible pour privilégier les possibilités de modification assez simples. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, non. Ok, on continue. Donc, on va parler maintenant des typologies d'optique. Donc, j'en ai noté 3 qu'on utilise chez SLV. On va avoir le réflecteur, la lentille et le diffuseur. Donc, chacun avec son avantage et son inconvénient. Donc, l'avantage du réflecteur, c'est qu'on a un bon rendement, puisque la lumière, elle sort de la source et elle rebondit sur les parois et elle ressort directement. Elle n'a pas besoin de traverser un diffuseur ou une lentille. Donc, contrairement aux deux autres, là, on a un bon rendement en termes de sortie de flux lumineux. On a aussi un autre avantage, c'est qu'on a une grande variété de faisceaux possibles. Donc, un réflecteur, on sait qu'on peut faire du 10 degrés jusqu'à 90 degrés, voire plus. Donc là, on est une palette assez grande quand même d'optiques qui existent avec des réflecteurs. L'inconvénient, c'est qu'on va être plutôt éblouissant, puisque un réflecteur,
il ne va pas cacher la source LED, on va pouvoir voir la LED directement avec l'œil. Donc ça peut être très éblouissant en fonction de où on se trouve dans le champ visuel de l'observateur. Et l'optique, souvent, elle n'est pas très définie. On sait qu'avec un réflecteur, quand on éclaire une zone, on va avoir le point, donc la tache lumineuse, et tout un flux lumineux autour, qui va arriver autour de la tache à laquelle on voulait éclairer avec cet angle de réflecteur. Donc c'est ce qu'on appelle le flux résiduel. C'est le flux qui sort du flux nécessaire qu'on a besoin pour éclairer. En fait, c'est de la perte, simplement du flux qui va partir de tous les côtés. Ensuite, on passe à la lentille. Donc l'avantage de la lentille, c'est qu'on a une optique mieux maîtrisée que le réflecteur. Donc là, on a une qualité d'optique supérieure. On va pouvoir aller de 4 degrés jusqu'à 90 degrés. Donc là, on a beaucoup plus de possibilités. Et en plus, le flux est mieux maîtrisé. Ça veut dire qu'on a moins de flux résiduel. Si on fait une tache de lumière avec une optique de type lentille, on va voir seulement la tache et très peu de lumière autour résiduelle. Donc là, on enlève toute cette partie résiduelle et on vient la recentrer à l'intérieur. Donc on a moins de pertes en termes d'éclairage. Alors, je crois qu'on a une question. Faut-il choisir à la commande si on veut un luminaire LED dimmable ou pas? Oui, tout à fait, puisqu'on a au catalogue, en tout cas chez SLV, des appareils qui sont dimmables et des appareils qui ne le sont pas. Alors, pour arriver à voir ça dans le catalogue, vous avez ce petit logo là. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, c'est celui-là qui indique que l'appareil est dimmable. Si vous voyez ça, ça veut dire que l'appareil est dimmable. Et ensuite, on vous précise à côté quelle technologie de gradation il utilise. Est-ce que c'est TRIAC, donc gradation début, fin de phase? Est-ce que c'est du DALI, du 1 volt, tout ça? Donc, oui, à la commande, il faut vérifier si vous avez un appareil dimmable ou non. Et c'est exactement la même chose pour les sources. Il faut vérifier si la source est dimmable ou non, puisqu'en LED, on a les deux qui existent. Je vais être obligé de quitter le webinaire. Avez-vous la possibilité de faire suivre un enregistrement du webinaire? Oui, tout à fait. Vous nous écrivez à info@slv.fr et on vous envoie le PDF et la vidéo du webinaire. Et la vidéo du webinaire, elle sera également disponible dans une semaine sur YouTube, sur le compte de SLV France. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire, il n'y a aucun souci. L'apparition de nouvelles LED sans lumière bleue va-t-elle se généraliser? Oui, tout à fait. Alors, on va le voir juste après dans les risques photobiologiques. Mais on va voir que les LED, en fait, elles n'ont pas beaucoup de lumière bleue à l'intérieur. En tout cas, les LED qu'on utilise dans le résidentiel. Donc, on reprend nos optiques. Et donc, on en était à la lentille. Donc, il y a un flux mieux maîtrisé avec moins de pertes de lumière, comme on l'a dit. Par contre, elle a quelques inconvénients. C'est que la lumière, elle doit traverser la lentille. Et donc, on observe une perte de flux lors de ce passage de la lumière à l'intérieur de la lentille. Donc, on va avoir un rendement électrique un peu moins bon qu'un réflecteur. Par contre, on a aussi certaines lentilles qui vont avoir du mal à vieillir correctement. Donc, par exemple, les lentilles en plastique, elles vont avoir tendance à craqueler, à jaunir, etc. Donc, on peut observer une perte de flux qui peut être très importante dans le temps à cause de ce jaunissement qu'on peut observer sur le plastique de l'optique. Donc, plutôt privilégier les lentilles en verre, même si ça coûte quand même beaucoup plus cher. Ensuite, on va parler des diffuseurs. Donc là, l'optique diffusante, elle permet de répartir de façon homogène la lumière. Et l'effet secondaire de cette répartition, c'est qu'on diminue l'éblouissement. Donc, on fait baisser l'indice UGR. UGR, c'est ce qui qualifie en fait l'éblouissement d'un appareil. On vient faire baisser cet UGR sensiblement grâce à la répartition de la lumière sur une plus grande surface. Si je prends toute la même lumière et que je la concentre en un seul point, ça va être très éblouissant. Et là, en fait, je la répartis pour toujours envoyer beaucoup de lumière, mais sans être éblouissant. Et donc, à l'intérieur de ces diffuseurs, on a deux technologies. On a le diffuseur lisse translucide qu'on connaît et on va avoir le diffuseur microprismatique. Donc là, c'est une surface transparente gravée avec des reliefs. Et ces reliefs, ils vont éclater la lumière et donc ils vont avoir un meilleur rendement que la surface diffusante qu'on connaît tous. Là, on va avoir une surface qui a un meilleur rendement puisque toute la lumière passe à l'intérieur. Par contre, microprismatique pour essayer de l'éclater un peu, de la diffuser, encore une fois, et toujours garder un UGR assez faible, notamment pour être utilisé dans les bureaux. L'inconvénient, c'est qu'en traversant le diffuseur, on observe une perte du flux lumineux qui est significative. Donc là, on perd beaucoup de lumière en traversant ce diffuseur. Donc le rendement est dégradé. Et ensuite, si l'appareil est mal calibré, c'est-à-dire qu'on a trop de puissance sur une surface trop petite, on peut devenir complètement éblouissant. Donc là, c'est l'effet inverse qui est recherché, qui se produit. Si l'appareil est mal conçu, en fait, on va être très éblouissant avec un appareil diffusant, alors que le diffusant, à la base, c'est fait pour
étaler la lumière et donc la rendre moins éblouissante. On continue, on va parler un petit peu des IP, donc l'indice de protection à l'étanchéité. Donc l'IP, on va avoir deux chiffres dans cet IP, le premier et le deuxième. Le premier va correspondre à la protection contre les corps solides et le deuxième chiffre à la protection contre les corps liquides. Donc je m'explique, le premier chiffre est entre 0 et 6, il va définir entre guillemets la taille et voilà, la taille à peu près des corps solides qui vont pouvoir rentrer dans l'appareil. Donc par exemple, si mon IP commence par 2, des objets de plus de 12,5 mm de diamètre ne vont pas pouvoir rentrer dans l'appareil. Donc, par exemple, un doigt de la main. Donc, on sait qu'un IP supérieur à 2, tu ne vas pas pouvoir mettre les doigts dedans. Si on a un IP qui commence par 5, je serai protégé contre la poussière. Donc, je n'aurai pas d'insectes, pas de poussière à l'intérieur de mon appareil. Il est complètement protégé. Il est étanche. Et le deuxième chiffre, qui correspond à la protection contre les corps liquides, là, ça va définir la résistance à l'eau en fonction de la puissance de l'eau et de la direction avec laquelle l'eau frappe l'appareil. Donc, par exemple, si j'ai un IP qui se termine par 1, je vais résister aux gouttes d'eau verticales. Donc, par exemple, de la pluie ou de l'eau qui coulerait sur un appareil, de la condensation. Si il y a un IP qui termine par 2, je vais prendre un angle de 15 degrés, donc par exemple de la pluie avec un peu de vent, je vais pouvoir y résister parce que je suis protégé sur le dessus de l'appareil. Mais si la pluie vient de dessous ou que je mets l'appareil à l'envers, là, ça ne fonctionne plus. Ensuite, 3, je vais être à 60 degrés, donc là encore plus protégé. 4, je serai protégé de la pluie qui vient de tous les côtés. Donc, par exemple, si j'ai un orage avec de l'eau qui vient de partout, il vaut mieux prendre un IP 44 puisque je serai protégé par l'eau qui revient jusqu'à dessous. Entre 5 et 6, on va induire une notion de puissance. Donc là, je serai protégé contre les jets d'eau de toute direction avec une lance. Ensuite, l'IP qui se termine par 6, je serai protégé contre des jets d'eau assimilés à des paquets de mer. Donc là, on est plutôt sur du Karcher. On ne va pas pouvoir nettoyer l'appareil avec un Karcher. Et ensuite, au-delà, je vais être protégé contre les effets de l'immersion, donc qui se terminent par 7, les effets de l'immersion à moins d'1 mètre et temporaires, entre guillemets. Donc, je vais pouvoir résister à des inondations. Je vais pouvoir être dans une baignoire, par exemple, qu'on remplit et qu'on vide, etc. Par contre, je ne pourrais pas être installé dans une piscine ou un bassin, puisque je suis protégé temporairement contre les effets de l'immersion. Et ensuite, supérieur à 7, on a le 8. Donc là, on est protégé contre les effets de l'immersion prolongée et au-delà d'1 mètre. Donc là, je vais pouvoir l'installer dans l'eau, dans les piscines, dans les bassins, etc. C'est un appareil qui est dit immergeable. Alors, il faut faire attention quand on achète un appareil IP68, par exemple. Il n'est pas d'office immergeable. Il est IP68 parce qu'il est protégé contre tout ça. Mais il faut qu'il ait la mention immergeable pour l'installer sous l'eau. Il y a vraiment deux choses. IP68, c'est-à-dire qu'on est protégé contre tout ça, qu'on peut l'immerger, que ça fonctionnera. Et immergeable, ça veut dire qu'on est protégé dans le temps et qu'on a l'autorisation de l'installer sous l'eau. Donc, si j'installe un spot dans ma piscine, il faut qu'il soit IP68 et qu'il ait la mention immergeable. Alors, je crois qu'on a une nouvelle question. IP44 compatible volume 2. Alors, encore une fois, pour les salles de bain, les volumes, on va y venir juste après. Dans quelques diapos, on est sur les salles de bain et les volumes, etc. On va faire le point on va faire le point un peu sur tout ce qui est salle de bain et les volumes. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo d'un test d'étanchéité. Quel est le chiffre de protection contre les insectes? Alors, les insectes, en fonction de leur taille, vous l'avez là, hein, si un insecte qui fait 2,5 mm de diamètre, il faut prendre du 3, 1 mm du 4, et si vous voulez rien du tout, c'est 5, tout simplement. Sachant que 1 mm, ben voilà, des insectes, hein, il y en a de toute taille, donc il y en a certains qui pourront quand même rentrer à 1 mm. Mais après, normalement, à partir de 5 ou 6, là, vous n'avez plus d'insectes à l'intérieur, voilà, c'est complètement hermétique. Donc, je reviens sur cette vidéo. Donc là, c'est le laboratoire SLV en Allemagne qui fait un test d'IP44, il me semble, donc de l'eau qui arrive de tous les côtés sous forme de pluie, donc sans puissance particulière. Donc, ce qu'on fait, donc on a la machine qui permet de programmer le test. On a des jets d'eau ici qu'on voit. On va installer l'appareil dans cette machine. Donc, l'appareil, on va l'utiliser éteint et allumé. Hein, on va essayer, dans les deux cas de figure, de voir comment l'appareil se comporte. Et on va lui envoyer des jets d'eau de toutes directions. Donc, on voit que le bras, là, il va tourner. On va envoyer de l'eau sur le dessus, sur le dessous, sur les côtés. Et donc, on teste l'appareil dans toutes les conditions. Donc, une fois qu'il aura passé ce test,
on va le sortir, on va l'étudier, on va pouvoir l'ouvrir, regarder s'il y a de l'eau à l'intérieur, et donc pour voir s'il passe le test. Si jamais il passe le test, on peut lui conférer l'IP44 et pas autrement. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez un appareil sur une fiche technique, un appareil, il a un IP44, ça veut dire qu'il a passé ce test-là. On ne peut pas donner un IP juste par ses caractéristiques techniques. Il faut faire ce test-là pour dire mon appareil, il a tel IP. Deuxième information, sur cette diapo, on a quand même de l'IP, donc ce n'est pas seulement réservé aux appareils d'éclairage. On a aussi de l'IP sur les téléphones, sur les montres connectées, sur les GoPro, voilà, sur les appareils électroniques qui sont censés être protégés de l'eau. On va retrouver cet indice IP sur beaucoup d'autres produits et pas seulement en éclairage. Ensuite, on va parler donc de l'ICA. ICA, donc indice de protection mécanique, à ne pas confondre avec la résistance statique, qui est pas du tout la même chose. ICA, ça va être la résistance au choc, alors que la résistance statique, ça va être la résistance au poids. Donc, par exemple, si un appareil il a une résistance de 5000 kg, ça veut dire qu'une voiture va pouvoir rouler dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il va résister à un choc d'un marteau, par exemple. C'est vraiment deux choses différentes. Donc ici, on parle de l'ICA, l'indice de protection mécanique, résistance au choc. Donc, vous avez toujours le tableau ici qui vous permet de voir que l'ICA, c'est entre 0 et 10. Donc 0, ça veut dire qu'on n'a pas de protection. 10, ça veut dire qu'on a le niveau de protection le plus élevé. Et en fait, cet ICA, il est défini en fonction d'un test qui est très simple. C'est un marteau avec un balancier. On va changer le poids du marteau. On va changer la hauteur à laquelle on lâche le marteau. Et ensuite, on va venir faire frapper ce marteau sur l'appareil et voir si l'appareil casse. Donc, il y a une petite vidéo ici qui nous permet de voir le test. Donc, la distance du marteau, le poids. Et ensuite, on va voir à quelle énergie peut résister l'appareil en termes de choc. Et on va dire qu'en général, un ICA 10, donc le niveau le plus élevé, ça va être un appareil anti-vandalisme. Donc, il va pouvoir être installé dans l'espace public. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? À titre d'exemple, l'homme a quel IP et ICA? Alors là, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne question intéressante, mais il me semble que l'IP et l'ICA, c'est plutôt créé pour c'est un outil entre guillemets commercial pour assurer la résistance d'un produit. Donc l'homme, je ne sais pas si on peut le vendre. Et donc voilà. Mais effectivement, ce serait intéressant de savoir si on résiste mieux qu'un luminaire en termes d'étanchéité. Et donc on voit la vidéo ici que le marteau va venir frapper toutes les parties de l'appareil, donc les parties les plus fragiles comme les parties les plus dures. Et encore une fois, si vous voyez un ICA 10 sur un appareil, c'est-à-dire que l'appareil a passé ce test-là, c'est-à-dire un marteau de 5 kg à 40 cm de hauteur. Et s'il a cet ICA 10, on ne pourra pas lui mettre l'ICA 10 si on n'a pas fait ce test-là. Cela dépend s'il met un casque ou pas, l'homme. Effectivement, on est mieux protégé quand on met un casque. Alors, et toujours, encore une fois, les ICA, ils ne sont pas réservés qu'aux luminaires. On a également des ICA sur les bouteilles, sur les téléphones, sur les vitres, etc. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec l'UGR. Donc c'est, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est l'indice d'éblouissement qui peut être provoqué par un appareil. Donc vous verrez souvent dans les catalogues fabricants, on dit qu'un appareil, il va avoir un UGR, par exemple un UGR inférieur à 19. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont calculées en fonction de beaucoup de facteurs. Parce qu'en fait, l'UGR, ce n'est pas une caractéristique vraiment, c'est plutôt un calcul, c'est plutôt une méthode de calcul. Donc, on va prendre plusieurs facteurs pour calculer cet UGR. La disposition des appareils dans une pièce, la puissance et la luminance des appareils, la photométrie des appareils, donc ça veut dire la répartition, leur ouverture de faisceau, entre guillemets, la position de l'observateur, les dimensions et la forme du local, et les couleurs et les surfaces du local. Donc, on a tous ces facteurs-là qui vont faire changer l'UGR du projet, puisque l'UGR, en fait, on donne un UGR à un appareil, c'est plutôt l'appareil qui permet d'obtenir un UGR. Si je dis que mon appareil il est UGR inférieur à 19, ça veut dire qu'en fait, on a fait des calculs qui permettent de dire qu'en conditions nominales d'utilisation, je vais obtenir un UGR inférieur à 19 dans ma pièce. Mais si l'appareil est utilisé de la mauvaise manière, par exemple, je mets l'appareil juste devant mes yeux, là, je ne vais pas avoir un UGR inférieur à 19, mais un UGR beaucoup plus élevé. Donc, en fait, l'UGR qui est annoncé par le fabricant, c'est un UGR qui est suggéré
en fonction d'une méthode de calcul qui est commune à tout le monde, hein, c'est tout le monde la même méthode, donc on ne peut pas vraiment avoir des UGR qui sont faux. Par contre, effectivement, l'UGR calculé par Dialux, il peut être légèrement différent de l'UGR annoncé par le fabricant. Pourquoi? Parce que ça dépend comment on place les appareils dans la pièce et comment on place l'observateur. Donc, comme on le voit sur ce petit schéma, on voit que l'optique de l'appareil peut être plus ou moins éblouissante et qu'ensuite, le placement de l'observateur, il va être vraiment important pour calculer l'UGR. Si l'observateur, je le mets ici, avec les yeux en l'air, il va être très ébloui. Alors que si je le mets entre les deux produits et qui regarde vers l'avant, il va être beaucoup moins ébloui. Donc en fait, l'UGR, c'est une méthode de calcul, mais l'UGR que vous donne le fabricant au catalogue, il est quand même relatif à ce calcul-là. Et donc, vous pouvez vous y fier si jamais vous n'avez pas besoin d'un UGR à la virgule près, quoi. Si vous n'êtes pas sur un UGR de 16,1 précisément, prenez l'UGR fabricant, ça ira très bien. Et dans des cas plus particuliers, dans les labos scientifiques, etc., dans tous les cas, on refait des calculs. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de l'assurance d'avoir un UGR pour votre projet, eh ben, Dialux, qui est un logiciel gratuit, permet de faire ces calculs-là. Et si vous ne savez pas faire, nous, on a des personnes qui font du Dialux ici. Donc, on peut vous faire votre projet sur Dialux et vous calculer l'éblouissement de votre projet. Et donc, dans les exemples d'UGR, on va avoir des UGR donc, entre 10 et 28 environ. On va avoir, donc, plus l'UGR est faible, moins il sera éblouissant, et plus l'UGR est élevé, plus il sera éblouissant. Donc, par exemple, UGR inférieur à 16, ça va être des travails de précision, des salles de soins. Donc, dès qu'on travaille sur des choses un peu minutieuses, on a besoin de ne pas être ébloui, parce que sinon, on ne voit plus ce qu'on fait. Si je vous mets des phares de voiture devant les yeux, vous serez incapable de lire une lettre écrite en pâte de mouffe. Donc, les travails de précision, il faut un éblouissement très faible. Dans un bureau classique, on demande un UGR inférieur à 19, parce que dans un bureau, on écrit, on lit des papiers sur du noir et blanc, etc. Donc, il faut un contraste suffisamment faible pour pouvoir se concentrer sur ces tâches un peu minutieuses. Et dès qu'on part sur des applications un peu moins minutieuses, comme par exemple manger ou dormir, se reposer, voilà, un UGR à 22, entre 19 et 22, ça suffira largement. Les vestiaires, salles de bain, locaux techniques, magasins, etc., on aura encore moins besoin d'UGR, puisque dans ces locaux-là, on ne va même pas avoir besoin de repos. C'est vraiment des locaux techniques. Donc, entre 22 et 25, ça suffit. Et enfin, zone de circulation entre 25 et 28. Pourquoi? Parce que c'est des lieux de passage. On veut simplement éclairer. Et si on éblouit, ce n'est pas très grave. Après, il est quand même recommandé d'avoir un UGR le plus faible possible dans tous les cas pour limiter l'éblouissement et pour limiter l'inconfort dû à l'éclairage. Mais on peut monter jusqu'à ces UGR-là dans des circulations. C'est autorisé par la norme. Et au-delà d'un UGR 28, on considère que c'est dangereux et donc non utilisable. Ensuite, les classes de protection électrique. Donc, on n'a pas de questions, on continue. Classe de protection électrique, donc entre 0 et 3, ça va dépendre en fait de la sécurité que vous apporte l'appareil. Donc, ces classes de protection électrique, elles sont liées à un appareil, tout simplement. Donc, la classe 0, elle va nous protéger avec une isolation principale, donc une enveloppe autour de l'appareil électronique. Par exemple, si je mets une couche de plastique autour de ma souris, j'ai une enveloppe qui me protège peut-être d'une tension trop élevée à l'intérieur de la batterie. Donc ça, c'est l'enveloppe d'isolation. La prise, elle n'aura pas de proche de terre, puisque en classe 0, on n'a pas de terre. Donc, on va être sur des prises de ce type-là. Et la carcasse métallique de l'appareil, donc si jamais ma souris elle était en métal et qu'il y avait du 230 volts à l'intérieur, il se pourrait que le 230 volts touche la carcasse, donc la couche isolante de l'appareil, et donc que le court-circuit se transfère sur la carcasse et que quand moi je le touche, je me prenne également le courant. Donc, ce n'est pas très sécurisé la classe 0, puisque l'enveloppe peut transmettre les courts-circuits. Classe 1, on va avoir une isolation principale. Donc, le logo, c'est celui-ci, un rond avec un symbole de terre dedans. Donc, on aura une isolation principale. Donc, encore une fois, ma souris, avec une seule couche d'isolant. Ça peut être du plastique, du métal. Donc, une isolation qui nous isole du circuit électrique. Et on va avoir également une borne de terre. Donc là, notre appareil va être connecté à la terre, ce qui va nous permettre, en cas de court-circuit qui serait impacté directement sur la carcasse métallique de l'appareil, ce court-circuit ne va pas partir dans notre main, il va partir directement dans le fil de terre. Et du coup, on est protégé par cette isolation à la terre.
Donc, c'est pour ça qu'on a le logo ici de la Terre avec une isolation et le fil de terre. Et comme on a la Terre, eh ben, on va être sur des prises de ce type-là. En classe 1, on aura toujours 3 bornes, phase, neutre et terre. Ensuite, en classe 2, donc l'appareil va avoir une double isolation. C'est le logo représente ça, hein, c'est deux couches d'isolation ici. Donc, mettons que ma souris, elle est une enveloppe externe et une autre enveloppe interne, et à l'intérieur, ma partie électrique. Elle va être en classe 2 puisqu'on aura une double couche d'isolation. On n'a pas de partie métallique accessible. Donc là, ma souris, elle ne peut pas être en métal à l'extérieur si elle est en classe 2. Et les prises de cet équipement ne possèdent pas de broche de terre. Ça veut dire qu'on sera sur des prises comme ça. On n'est pas protégé par la terre, on est protégé par l'isolation à la partie électrique. Classe 3. Donc là, on rajoute une troisième composante. Ça va être l'utilisation de la très basse tension de sécurité, c'est-à-dire du moins de 50 volts. Donc on sait que le 230 volts, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on s'en protège. Et donc, si on ne peut pas forcément beaucoup se protéger, par exemple, dans une salle de bain, quand il y a de l'eau qui rentre dans un appareil, on ne peut pas s'en protéger. Donc, on va utiliser des très basses tensions de sécurité, inférieures à 50 volts, par exemple du 12 ou du 24 volts. Là, ça nous permet en fait de ne pas être dangereux pour l'homme. Si j'ai un fil 12 ou 24 volts et que je le touche à la main comme ça, je vais quasiment rien sentir, si ce n'est éventuellement des picotements en fonction de comment c'est configuré. Mais en tout cas, ce ne sera pas dangereux pour l'homme. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la très basse tension de sécurité. Donc, en fait, le logo classe 3 ici, donc c'est une enveloppe principale d'isolation et à l'intérieur, la classe 3, c'est-à-dire très basse tension. Et enfin, deuxième chose dans cette isolation, on va quand même avoir une isolation galvanique. Alors, j'explique rapidement ce que c'est. L'isolation galvanique, ça veut dire qu'entre l'entrée du transformateur en 230 volts et la sortie en 12 ou 24 volts, je vais avoir de vrais contacts électriques à l'intérieur. Donc, le courant qui est dans le 230 ne pourra pas passer au 24 volts. Le courant va être généré pour le 24 volts, mais celui de 230 ne pourra pas passer. Ce qui fait que si je fais un court-circuit au niveau du 24 volts, le courant du 230 volts ne pourra pas arriver jusqu'à ma main. Et c'est pour ça que ce n'est pas dangereux, c'est parce qu'on isole vraiment l'utilisateur du 230 volts. C'est comme si on régénérait un nouveau courant sur le 24 volts. Du coup, on ne peut pas monter en courant d'un coup trop élevé, puisque l'isolation galvanique, elle permet en fait de séparer vraiment les deux circuits. Et comme on n'a pas de prise de terre, on va encore une fois être sur des prises comme ça. Alors, petite information quand même importante, la classe de protection électrique de l'équipement doit être indiquée sur l'appareil avec le symbole correspondant. Donc, normalement, tout appareil électrique, il a ces logos là-dessus, un des trois en tout cas. Et en Europe, les matériels de classe 0, c'est-à-dire qui ne sont pas protégés, c'est tout simplement interdit. Donc, si vous n'avez pas un de ces trois logos-là sur l'appareil électrique, soit il y a un problème d'étiquetage, soit l'appareil est interdit en Europe. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, on continue. On va parler un petit peu de la durée de vie de la LED. On sait qu'une LED, ça chauffe. Ça chauffe pas par l'avant, mais ça chauffe par l'arrière, comme on a vu tout à l'heure. Et pour garantir une bonne durée de vie à cet appareil, à cette LED, il va falloir la refroidir. Parce que plus elle monte en température, et plus la durée de vie est courte. Donc, il va falloir installer un radiateur qui va permettre de refroidir notre LED sur cet appareil. Lorsqu'on fait des tests sur la LED, on va essayer de calculer à quelle température on va avoir quelle durée de vie. Donc, par exemple, ici, dans ce tableau, on a le flux sortant de la LED, ici 100%. On a la durée de vie de la LED. Donc là, on a 1000 heures, 10 000 heures, 100 000 heures et 1 million d'heures. Là, c'est une échelle logarithmique donc, qui évolue. Plus on avance et plus ça évolue rapidement. Donc, on voit qu'on passe de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million. Donc, ici, on a plusieurs courbes en fonction de la température de la LED. Donc, ici, on a une LED à 105 degrés et on voit qu'à 100%, au début de sa durée de vie, elle est à 100%. Et à la fin de sa durée de vie, à environ 11 000 heures, elle va être à 50%. Si on refroidit cette LED à 95 degrés, on voit que la durée de vie, elle passe à 12 000 heures. Donc, 10 degrés de moins, on augmente de 2000 heures. Si j'augmente encore, je refroidis encore la LED de 10 degrés, la durée de vie, elle augmente jusqu'à 16 000 heures. Donc là, on commence à avoir une durée de vie intéressante. Et si je la refroidis encore une fois, là, je passe j'étais à 60 000 heures. Et là, j'arrive à 100 000 heures.
Oui, c'est ça, je me suis trompé. À 105 degrés, on était à 20 000 heures. À 95 degrés, on était à 30 000 heures. À 85, à 60 000. Et à 75 degrés, on est à 100 000 heures. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est exponentiel. Plus je la refroidis, la LED, et plus elle va avoir une durée de vie grande. Si j'arrive à faire une LED qui fonctionne à 45 degrés, je vais atterrir sur 500 000 heures de durée de vie. C'est de la théorie, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à le faire. Hein. Une LED, forcément, ça chauffe. Donc, on a du mal à la maintenir à 45 degrés. Il faudrait la tremper dans de l'azote liquide, etc. Enfin, c'est compliqué à faire. Mais par contre, en théorie, on se rend compte que une LED, lorsqu'elle fonctionne, plus elle est à température basse et plus la durée de vie sera élevée. Alors, le petit conseil qu'on a là-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est choisir une lampe qui est bien refroidie. Alors, une lampe qui est bien refroidie, comment on fait? On met un radiateur derrière. Et un radiateur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement du métal, des ailettes en métal qui vont être en contact avec l'air et qui vont permettre la circulation de l'air et donc refroidir le radiateur qui est chauffé par la LED. Et donc, quand on achète une lampe, en tout cas, moi, c'est la technique que j'utilise. Je regarde son poids, puisque le métal, ça pèse lourd, plus que du plastique. Et donc, un appareil où il n'y a que du plastique et pas de métal, c'est-à-dire que la LED ne sera pas refroidie. Un appareil qui pèse lourd et qui est en métal, la LED sera très bien refroidie et donc une meilleure durée de vie. On peut le voir hein, sur les lampes qu'on achète dans la grande distribution. Souvent, elles sont très légères, elles coûtent pas cher et elles ont une durée de vie entre 8000 et 15 000 heures. Tandis que si j'achète une LED intégrée dans un appareil avec un radiateur en métal, ben, j'ai une durée de vie entre 50 000 et 100 000 heures. Donc là, on est quand même sur des appareils vraiment différents et qui vont vraiment durer dans le temps, quoi. Donc voilà le but de ces calculs-là, c'est d'arriver à calibrer la taille du radiateur pour bien assurer une durée de vie suffisante à l'appareil. Alors je crois qu'on a une petite question. Les durées de vie annoncées pour les LED tiennent-elles compte des cycles d'allumage on-off ou seule la température de la LED compte? Alors, les cycles d'allumage, c'est une bonne question. Les cycles d'allumage, c'était important pour les alimentations, notamment par exemple en fluorescence. On se rendait compte qu'en fait, plus on allumait, on éteignait un appareil et plus la durée de vie était réduite parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un nombre de cycles d'allumage possible. Alors qu'en LED, la LED, c'est pas du tout le cas. Par exemple, si je prends l'exemple hein, souvent des LED qu'on a dans le scénic. On a des effets stroboscopiques sur la LED. Et en fait, ces LED, elles s'allument et elles s'éteignent 10 000 fois par minute. Je dis un chiffre au hasard, hein, mais elles font que s'éteindre et s'allumer en permanence quand elles sont à effet stroboscopique. Et donc, on voit qu'en fait, l'allumage et l'extinction, elle n'a pas d'effet sur la durée de vie de la LED. Ce qui a vraiment un effet sur cette durée de vie, c'est la chaleur à laquelle elle fonctionne. Et donc, l'extinction et l'allumage, ça va plus avoir de l'incidence sur les drivers éventuellement, même si avec l'électronique aujourd'hui, on a réussi à quasiment supprimer ce paramètre de la durée de vie du driver. Mais effectivement, le cycle d'allumage n'a pas d'influence sur la LED elle-même, mais plutôt sur le driver qui alimente la LED. On reprend, et ben on y vient au volume de salle de bain. Donc on va tout remettre à plat et on va revoir un petit peu à quoi ça correspond. Donc dans les salles de bain, pour toujours pour toujours limiter le risque d'électrocution des utilisateurs, on a créé des volumes de salle de bain. Donc volume entre 0 et hors volume, donc volume 1, 2, 3. Et donc en fonction des caractéristiques de chaque volume, on va avoir des définitions possibles d'appareils à l'intérieur de ces volumes. Donc, si on commence tout de suite par le volume 0, le volume 0, c'est le volume à l'intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Donc là, ce serait le bac de douche ou à l'intérieur de la baignoire, là où on aura de l'eau. Donc, en volume 0, il va falloir être en classe 3 et il va falloir un appareil avec une IP qui se termine par 7 minimum. Donc 7, on se rappelle, on est totalement isolé par rapport à l'eau, on est totalement étanche et on va pouvoir être immergeable. Et donc 7, si on se souvient bien, c'est les effets de l'immersion, mais pas prolongés. Donc, on ne va pas pouvoir mettre un appareil avec une IP qui se termine par 7 dans un lac ou dans une piscine. Par contre, dans une baignoire, c'est possible. Et classe 3, c'est quoi? C'est de la très basse tension avec isolation galvanique. Donc, il faut du 12 volts avec une IP, par exemple, 67. Et là, on peut être à l'intérieur des volumes 0, donc le bac de douche ou la baignoire. Par exemple, dans un jacuzzi, si je veux installer des spots, par exemple RGB dans un jacuzzi, il va falloir qu'il soit classe 3, donc 12 volts, et IP67 minimum. Ensuite, on a le volume 1. C'est tout ce qui est situé au-dessus du volume 0 jusqu'à 2,25 m de hauteur. Donc, par exemple, tout ce qui est au-dessus de la baignoire, ici, jusqu'à 2,25 m de hauteur, ou alors l'intérieur de la cabine de douche jusqu'à 2,25 m de hauteur.
Donc, l'intérieur de la cabine de douche est au-dessus de la baignoire, volume 1. Et volume 1, qu'est-ce que c'est? IP qui se termine par 4 minimum, donc par exemple IP 44, et toujours classe 3, donc TBTS 12 volts ou 24 volts. Donc, si je veux mettre une applique ici au-dessus de ma baignoire ou alors un spot à l'intérieur de ma douche, il faut qu'il soit 12 volts, classe 3 et IP 44 par exemple. Ensuite, on a le volume 2. Donc là, c'est l'espace qui est adjacent au volume 1 à 0,6 mètres par rapport au volume 1. Donc en fait, c'est tout ce qui entoure la baignoire et toujours jusqu'à 2,25 m de hauteur. Et pour la douche, c'est tout ce qui entoure la paroi de la douche sur une distance de 0,6 mètres et une hauteur de 2,25 m également. Donc là, les règles elles sont un tout petit peu modifiées puisque en volume 2, on va avoir besoin d'une IP qui se termine par 4 au minimum. On va avoir toujours de la très basse tension, donc en classe 3, mais on va pouvoir également mettre de la classe 2. Donc, si on est en classe 2, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir de la basse tension. Donc, on peut avoir du 230 volts, mais très bien isolé, donc une double isolation sur du 230 volts. Ou alors en classe 3, du 12 volts. Et comme on sait que le 12 volts, il faut un transformateur de 230 volts en amont, et ben on s'assure que le transformateur, il soit installé en dehors de ce volume. Donc, tout ce qui est 230 volts, c'est en dehors de ce volume, sauf si c'est en classe 2, tout simplement. C'est la différence entre le volume 1 et le volume 2, c'est qu'on met seulement quelque chose en 230 volts qui pourrait être isolé en classe 2, sinon tout ce qui est en 230 volts, c'est dehors. Alors, je crois qu'on a une question. Souvent, on met un spot 230 volts IP65 dans les douches. Eh bien, c'est possible, parce que, en fait, si on regarde bien, en classe 2, en volume 2, on va pouvoir mettre du classe 2. Et le classe 2, il y a du 230 volts dedans. Donc ça, c'est possible. Et s'il n'y a pas de paroi de douche PMR, et ben dans ce cas-là, on fonctionne comme la baignoire, c'est-à-dire le volume d'eau, volume 0, au-dessus du volume d'eau, volume 1. Donc imaginons on imagine qu'il y a une paroi de douche, et si elle n'y est pas, eh ben, on fait comme si elle était là, niveau des volumes. Au-dessus du bac de douche, c'est du volume 1, et au-delà du bac de douche, après, c'est du volume 2. Attention, car dans le cas des douches sans receveur ni paroi, le volume 2 s'étend à 1,20 m. Eh bien, écoutez, je n'étais pas au courant, et donc c'est une belle, un bel ajout à cette formation. Merci beaucoup. OK. Et ensuite, on passe donc au volume 3 ou hors volume, parce qu'il me semble que ces deux volumes maintenant ont été fusionnés, donc volume 3 ou hors volume. Donc là, on a un IP minimum qui se termine par 1, donc IP 23 par exemple, ça fonctionne. On peut être en 230 volts classe 1, donc une isolation principale. Et donc, tous les luminaires sont autorisés, tous les luminaires qu'on pouvait mettre dans le volume 0, 1, 2, on peut les mettre dans le volume 3 ou hors volume. Donc, par exemple, le spot 230 volts dont vous parliez, on peut le mettre effectivement au-dessus de la baignoire, mais à 2,25 m de hauteur, puisqu'on sort du volume une fois qu'on est au-dessus de 2,25 m. Le volume 3 n'existe plus en effet. Donc, effectivement, maintenant, ça s'appelle hors volume. OK, donc un spot de 130 volts, même IP65 ou même moins, on peut le mettre au-dessus de la baignoire parce qu'on est en dehors du volume, au-dessus de 2,25 m. Par contre, moi, par exemple, je ne le ferai pas chez moi, je mettrai quand même un appareil basse tension ou au moins classe 2 pour éviter quand même, par exemple, si mes enfants ils jettent l'eau au plafond, ça va toujours arriver, voilà, on évite. Même si, d'après la norme, c'est faisable. Donc voilà. Et si pas de paroi de douche, eh ben c'est ce que nous a dit Xavier, le volume 2 s'étend jusqu'à 1,20 m au-delà de la douche. Ensuite, les risques photobiologiques. Donc, depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle norme a été mise en place et elle impose aux fabricants d'apposer sur les produits et sur les fiches techniques le risque photobiologique, le groupe de risque photobiologique lié à la source, par exemple la source LED. Donc, on a 4 groupes de risques, le groupe 0, 1, 2 et 3. Chaque groupe va avoir des caractéristiques différentes. Et comme je vous l'ai dit, d'après la norme 62471, le groupe doit être affiché sur l'appareil ou sur la fiche technique. Donc, groupe 0, on est sans risque. Ça veut dire que
La lumière ne présente aucun risque photobiologique, peu importe comment c'est utilisé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, pardon, je reviens un peu en arrière. Le risque, il vient d'où? Il vient de la lumière ultraviolette qu'on peut retrouver dans les LED, de la lumière infrarouge qu'on peut retrouver dans toutes les sources. Toute source qui émet de la chaleur, elle va émettre de l'infrarouge, et de la puissance même de la lumière. Donc, même si c'est de la lumière blanche, sans UV, sans infrarouge, et qu'elle est très puissante, ça peut causer des dommages sur l'œil. Donc voilà, on a 3 types de risques, UV, infrarouge et puissance. Donc groupe 0 ne présente aucun risque photobiologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'UV, pas d'infrarouge, et la lumière n'est pas trop puissante. Donc on peut le mettre n'importe où, aucun souci. Groupe 1, risque faible, aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation. Ça veut dire que si mon produit, je l'installe dans un plafond encastré à 2,40 m de hauteur, comme il devrait être installé, l'appareil n'est pas dangereux. Par contre, si mon spot LED, je le prends et que je me le mets dans l'œil, là, ça peut devenir dangereux parce qu'il n'est pas utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Donc, en fait, groupe 1, je peux le mettre dans la chambre d'un nourrisson au-dessus de son berceau. S'il est encastré dans le plafond comme il doit l'être, voilà, risque nul, en fait, aucun risque. Groupe 2, risque modéré. Donc, l'appareil présente pas de risque lié à la réponse d'aversion pour les sources très brillantes. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la puissance sur le groupe 2. Donc, ce n'est pas la source en elle-même qui est trop puissante qui va nous abîmer l'œil. C'est plutôt l'inconfort thermique. Donc là, ce serait plutôt les infrarouges, ou alors ça peut venir des UV. Par exemple, si je prends un projecteur halogène de théâtre qui émet beaucoup d'infrarouges, et ben, si je l'ai dans les yeux trop longtemps, peu importe la distance, si je suis sur scène 24 heures sur 24 pendant des mois, il peut y avoir un souci pour ma rétine, elle va sécher, elle peut présenter des modifications. Donc là, il y a une notion de temps d'exposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rester exposé trop longtemps. Et souvent, quand on a un appareil de RIS 2, le temps est précisé, etc. Il y a des modalités d'utilisation. Mais on considère quand même que dans des conditions normales d'utilisation, on ne présente pas beaucoup de risques. Et ensuite, groupe 3, risque élevé. Donc, risque potentiel même pour une exposition momentanée ou courte. Donc là, c'est le logo qu'on retrouve ici avec les lunettes. C'est le cas, par exemple, des projecteurs de stade. Quand on installe un appareil de stade, on est obligé de mettre des lunettes. Pourquoi? Parce que même si l'appareil est éteint, au cas où il s'allumerait, eh ben, il suffit qu'il s'allume moins d'une seconde et je deviens totalement aveugle. Donc, en fait, c'est des appareils qui sont très dangereux si on les utilise, si on l'utilise de la mauvaise manière, entre guillemets, parce que pendant une installation, ce n'est pas une mauvaise utilisation. Par contre, voilà, en cas d'imprévu, ça peut devenir dangereux. Et également, dans les laboratoires, quand on a de la lumière UV ou chez le dentiste, quand il vous met de la lumière UV dans la bouche, et ben lui, il doit mettre des lunettes parce que lui, il y est exposé souvent, alors que vous, c'est juste une fois tous les 2 mois, donc ce n'est pas vraiment un problème. Donc voilà, groupe 2, groupe 3, risque élevé ou modéré, c'est en fonction du temps auquel vous êtes exposé et en fonction du produit, s'il est vraiment trop puissant, il va falloir mettre des lunettes, etc. Donc voilà, on a 3 groupes de risques. À chaque fois, le fabricant il doit vous préciser le groupe de risque. Et s'il ne le fait pas, vous pouvez lui demander. Nous, chez SLV, il suffit de nous demander. Normalement, on a toutes les infos et elles devraient être sur les fiches techniques très prochainement. Donc voilà. Sur toutes les documentations techniques, doit être stipulé le type EN60. Merci. Alors, je n'ai pas bien compris la question, mais oui, le groupe de risque doit être stipulé sur tous les fiches techniques et sur le produit. Soit l'un, soit l'autre. En général, c'est les deux. Mais effectivement, c'est sorti en 2014. Les fabricants ont mis un peu de temps à se mettre à jour parce qu'il fallait récolter les infos. Et je sais que chez SLV, c'est en place, donc on a toutes les informations. Et donc voilà. S'il n'y a pas de paroi de douche PMR. Alors ça, on revient, mais c'est Xavier qui nous a expliqué qu'il fallait 1,20 m pour 1,20 m entre la douche et la fin du volume 2. Voilà, si jamais on n'a pas de paroi de douche. Quel est le groupe correspondant aux écrans d'ordinateur? Alors, les écrans d'ordinateur, ainsi que les appareils chez SLV ou tout ce qu'on utilise, qu'on trouve dans le commerce pour les particuliers, c'est du groupe 0 ou 1. Le groupe 2 ou 3, vous ne pourrez pas le trouver sans qu'on vous précise des modalités de protection, etc. Donc, un ordinateur, s'il est à la norme européenne ou norme française, il est groupe 0 ou 1. Donc, a priori, dans des conditions normales d'utilisation, il n'y a pas de souci. Et ça, vous le retrouvez par exemple pour un ordinateur.
on sait que le fait de rester longtemps devant un écran d'ordinateur, ça peut abîmer les yeux. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas une condition normale d'utilisation. La condition normale d'utilisation d'un ordinateur, ça doit être quelques heures par jour. Donc, si vous y passez 24 heures par jour à 10 cm, effectivement, il y a un risque à la longue. Donc ça, en général, c'est précisé dans la notice du fabricant. Mais un ordinateur où tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est 0 ou 1. Et après, 2 et 3, c'est des appareils un peu spécifiques tels que les stades, les projecteurs de stade, pardon, ou la lumière UV qu'on peut trouver chez le dentiste, des choses comme ça. Et si vous voyez un appareil avec un groupe 2 pour faire de l'éclairage résidentiel en intérieur, je vous le déconseille parce que c'est risque modéré, ça veut dire qu'il y a un risque. Donc, restez sur un risque 0 ou risque faible. Et pour terminer, donc j'imagine que vous connaissez tous cet appareil-là, c'est un luxmètre. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, parce que c'est un appareil qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Juste pour info, c'est un appareil qui permet de mesurer l'éclairement, donc comme on a vu sur une surface. Et juste une petite info dessus, on a souvent deux manières de mesurer, le FC et le lux. FC, c'est quoi? C'est foot candle, c'est une unité anglaise de calcul d'éclairement. Et le lux, c'est l'unité qu'on utilise nous, tout le reste de la planète à part les Anglais. Donc le lux, si vous avez un luxmètre, mettez-vous bien sur la position lux, sinon vous aurez des mesures un peu erronées. Donc on a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste encore un petit peu pour y répondre. Donc voilà, posez-les ici, j'y répondrai. Si jamais il y a des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez m'écrire à info@slv.fr et ensuite donc vous serez aiguillé vers la bonne personne pour la réponse ou même vers moi. Si vous voulez la vidéo ou le PDF de cette présentation, pareil, vous pouvez nous écrire à info@slv.fr. Je vous envoie tout ça, il n'y a aucun souci. Et je vais vous faire passer le petit sondage pour avoir votre avis sur cette présentation et sur éventuellement si vous avez des idées de futurs thèmes de webinaires comme ça, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat ou à répondre au sondage. Je vous ai mis quelques exemples, mais si vous avez d'autres idées, mettez-les directement sur les questions ou sur le chat et on pourra éventuellement proposer ça plus tard. Et si vous avez des questions, hein, je reste là encore 5 minutes, donc n'hésitez pas. On peut revenir sur des slides du PowerPoint, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? A priori, c'est tout bon. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? À savoir, le luxmètre est obligatoire pour la réalisation d'une boutique. Alors, obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, les boutiques, elles aiment bien, quand on leur a fait une étude en amont, qu'on leur justifie, qu'on leur mesure le niveau d'éclairement. Et ça arrive souvent, effectivement, que les clients finaux nous demandent de justifier l'éclairement. Donc, on doit venir avec le luxmètre, faire des tests. Et quand il y a une différence, voilà, ça peut poser problème. Donc, petit conseil, des fois, il suffit de mettre une chemise blanche. Ça réfléchit la lumière sur la cellule du luxmètre et ça nous fait gagner quelques lux si jamais on est un peu juste. Une chemise blanche bien propre. Y a-t-il d'autres formations de web prévues? Pas encore, on en a calé des dates pour dans 2 semaines. Le thème, il me semble que ça va être les UGR, mais je ne suis pas encore sûr. Mais effectivement, on va essayer d'en faire une par mois et avec des thèmes, justement, si vous avez des thèmes à nous proposer, n'hésitez pas. Sinon, on va trouver des thèmes à vous proposer. Et puis, voilà, donc on aura normalement un webinar par mois avec des thématiques bien spécifiques à chaque fois. Alors, j'ai plus de questions, c'est tout bon. Eh bien, si j'ai plus de questions, si j'en ai. Savez-vous si les ampoules LED sont sensibles aux mesures de la résistance d'isolement réalisée à 500 volts lors d'un diagnostic électrique et doivent être déconnectées à l'avance? Alors là, je vous avoue que je ne connais pas du tout ce diagnostic, mais j'imagine que si on fait passer du 500 volts sur la ligne, oui, elles y seront sensibles, donc il faut les enlever. Après, je ne sais pas du tout en quoi consiste ce diagnostic, donc je ne pourrais pas vous répondre malheureusement sur ce sujet-là.
Et je ne pense pas que quelqu'un chez SLV soit vraiment au fait de ces tests-là. Donc, peut-être vaut-il mieux se renseigner auprès des personnes qui font ce test-là. Mettrez-vous ce webinaire sur YouTube? Oui, normalement, dans une semaine ou deux, vous l'aurez sur la page YouTube SLV France et on devrait avoir ce webinaire-là. Il y a déjà tous les autres qu'on a fait sur le solaire, les études d'éclairage, on a fait sur les nouveautés Spring et on a fait sur le programme de fidélité. Donc, vous aurez déjà tous ces webinaires et bientôt celui-là sur YouTube. Quelle technologie après la LED pour l'éclairage? Moi, je pensais à la OLED, là, comme on a vu tout à l'heure, on a eu un commentaire dessus. Donc voilà, je pense que ce sera la OLED après la LED. On a encore un peu de temps, hein, mais je pense que ce sera ça. J'aimerais bien un séminaire spécial magasin. Et ben effectivement, dans le premier que j'ai fait, ouais, on m'avait demandé déjà ça. Donc ça peut être envisagé, effectivement, un webinaire dédié boutique, dédié école, dédié bureau, etc. Présentant les solutions, présentant les contraintes, etc. Donc oui, c'est une bonne idée. Le LiFi, alors le LiFi, ça commence à se mettre en place. J'en ai vu dans certains magasins, il me semble que c'est la Fnac ou Carrefour. Le LiFi, c'est intéressant. Après, je ne connais pas vraiment cette technologie, mais effectivement, faire passer le Wi-Fi, en gros, c'est ça, hein, faire passer le Wi-Fi à l'intérieur de la lumière, ça peut permettre de mutualiser un petit peu les sources et de gagner un peu en économie. Et je crois que le vrai intérêt du LiFi sera, par exemple, dans les aéroports ou dans les centres commerciaux, sera de vous localiser. Parce que, par exemple, si vous êtes sous un appareil, on saura dire sous quel appareil vous êtes et du coup, dans quel rayon vous êtes. Et du coup, vous envoyez des promos sur votre smartphone directement en fonction de là où vous êtes. Alors, ça, cette utilité-là, c'est pas très réjouissant, mais voilà, a priori, c'est pour ça que le LiFi va surtout être utilisé dans la grande distribution. Thank you, Denis, for listening to us. Pour info sur les volumes salle de bain, le site de Legrand, d'accord, merci. S'il n'y a pas de paroi de douche PMR, ah oui, non, ça c'était une question de tout à l'heure, on a déjà répondu. Eh bien, écoutez, on va se dire au revoir ici. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à nous écrire donc, sur l'adresse email info@slv.fr. On pourra y répondre. Et donc voilà. Merci à tous et bonne journée et bon week-end.